Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les forces françaises sont accusées par des villageois maliens d'avoir touché des civils lors d'une frappe aérienne contre un groupe armé. Il faut dire que les forces françaises de l'opération Barkhane ont mené mercredi des frappes aériennes contre un groupe armé taxé de terroristes, dans une zone proche du centre du Mali, a annoncé jeudi à Paris l'état-major des armées françaises. Entre 6 et 20 personnes, selon certaines sources, ont été tuées lors d'une opération qui visait les djihadistes. Mais les versions concernant ces frappes diffèrent et s'opposent. Alors, que s'est-il passé réellement? Que continue à rechercher la France au Mali? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes, qui sont sur le plateau de DBS. Suivons. D'ailleurs, le sujet qui nous intéresse cet après-midi, c'est bien sûr le Mali, frappe de la force Barkhane au centre du pays, victimes civiles ou djihadistes. Ce sera justement notre grande interrogation. Mes invités sont là cet après-midi pour cette autre édition de Feu Vert. Je me tourne vers ma droite. Albert Anatola ici. Bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi, Steve Longo. Je salue mes co-consultants que vous allez présenter tout à l'heure. Aux téléspectateurs, je salue, n'est-ce pas, tous ces fan clubs qui nous regardent dans le cadre de cette tribune. Je salue le monde, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique. Apparemment, vous êtes enrhumé d'ailleurs. Hein. Oui, c'est... Le passage... Je suis convalescent. Très heureux en tout cas de vous avoir sur notre plateau cet après-midi. Docteur Jean-Paul Mbelek, bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi Steve et bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Feu Vert. Oui. Bonjour à mes co-panélistes, bonjour à l'équipe technique. Et puis je pense qu'on va essayer ensemble d'apporter un petit éclairage sur ces faits qui concernent notre continent. Notre continent et surtout le Mali, un pays cher à votre cœur. Il faut le rappeler d'ailleurs que là-bas de ce côté-là, vous avez quand même quelques hectares. Hein, et que vous êtes comme chez vous. C'est comme chez moi, c'est vrai. J'ai dû quitter le Mali malheureusement. Oh, même si vous rentrez aujourd'hui, vous seriez toujours chez vous? Oui, j'ai mes connaissances là-bas. J'ai quitté le Mali en 2012. Oui. J'étais bien assimilé quand même, j'étais bien intégré dans la communauté d'Ogon de Sanga, à laquelle je dis bonjour d'ailleurs. Oui. Effectivement, on avait un projet là-bas pour construire un centre d'astronomie, de cosmologie et cosmogonie. Et effectivement, dans ce cadre-là, un des anciens, qui s'appelle Amono Dolo, que je salue, m'a donné un terrain de 1,5 hectare pour pouvoir faire cela. Mais bon, entre-temps, il y a eu des événements. Il y a eu des événements assez fâcheux. On ne manque pas d'y retourner un jour. On espère d'ailleurs que vous allez y retourner un jour. Hein. Et d'ailleurs, ils sont très nombreux, nos téléspectateurs du côté de Bamako, du Mali et surtout à l'intérieur même du pays qui nous suivent d'ailleurs tous les matins et sans oublier bien sûr, Feu Vert, on les aura sûrement au téléphone dans un instant. Patrick Sapak, bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi Steve, bon après-midi aux frères que vous avez déjà présenté sur le plateau et celui qui va arriver tout à l'heure. Bon après-midi aux techniciens qui sont toujours présents encore en ce début d'année décisif parce que vous savez que c'est en 2021 qu'on doit mettre un terme à cette vaste escroquerie et ce gros banditisme organisé après la traite des grès qui est le franc CFA. Et nous allons nous y atteler, nous allons y veiller. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, notamment les panafricanistes qui sont disséminés tant sur l'espace continental africain que dans la diaspora internationale africaine. C'est toujours un plaisir d'être là dans ce chantier de conscientisation et j'espère très bien qu'on va laisser les lucioles, comme d'habitude, à la compréhension, la perfidie qui accompagne les relations franco-africaines et occidentales. Très heureux de vous avoir d'ailleurs cet après-midi. Docteur Yambin Timba, bon après-midi et bienvenue à vous. C'est moi qui vous dis bon après-midi, merci. Très heureux de vous avoir. Hein. On va d'abord vous laisser souffler un peu. Il fait très chaud en ce moment. Voilà. Souffler un peu. Il fait vraiment très chaud. Et d'ailleurs, la journée d'aujourd'hui, il faut le dire d'ailleurs qu'il y a une canicule extraordinaire. Mais bon, on espère tout simplement que tout le monde va bien. Puisque vous êtes là, messieurs, le sujet qui nous intéresse, Mali, frappe de la force Barkhane au centre du pays. Victimes civiles ou djihadistes. Ce sera justement notre grande interrogation. Commençons d'ailleurs par exposer les faits cet après-midi. L'armée française accusée de frappe aérienne sur un mariage affirme avoir visé un regroupement de djihadistes. Que s'est-il passé le dimanche 3 janvier 2021 près de Douenza dans le centre du Mali? Entre 6 et 20 personnes selon les sources ont été tuées lors d'une opération visant des djihadistes. Les versions diffèrent et d'ailleurs s'opposent de plus en plus depuis une semaine du côté de Bamako. C'est une frappe aérienne qui suscite la controverse. Le dimanche 3 janvier 2021, près de Douenza, dans le centre du Mali, l'armée française affirme que ses avions ont tué des dizaines de djihadistes.
mais des témoignages d'habitants contredisent cette version. Amadoun Diko, président d'une association de jeunesse et originaire de la zone touchée, affirme avoir perdu 2 de ses proches dans cette frappe. Pour sa part, il explique que depuis 48 heures, grâce aux témoignages des habitants de la ville de Douentza, 18 corps ont pu être identifiés. Il affirme que ce ne sont pas des djihadistes qui ont été touchés, mais des civils qui assistaient à une cérémonie de mariage. Les victimes, il faut le dire, célébraient le mariage de leur enfant, explique-t-il. Il y a eu 2 frappes aériennes simultanées. Certains parlent même de missiles. La zone est contrôlée par des djihadistes. La force Barkhane n'y est pas présente. Tout le monde a peur, témoigne Amadoun Diko. Eh bien, selon lui, si ce n'est pas les militaires français, c'est l'armée malienne, car ce sont les seuls censés avoir des avions. Mais il indique et précise, c'est bien sûr l'aviation française qui a frappé d'ailleurs cette partie du pays. L'armée française, elle, ne reconnaît qu'une frappe sur un rassemblement djihadiste. La frappe est le résultat de plusieurs jours de travail, de renseignement et d'observation, explique d'ailleurs l'état-major français. L'objectif était clairement un regroupement djihadiste dimanche après-midi. Une patrouille de 2 Mirage 2000 a survolé ce village de la région de Douentza et l'un d'eux a frappé une fois. Un mariage ne correspond pas aux observations précises. Encore cette source militaire française du côté de Bamako. L'association locale qui en premier porté ces accusations contre Barkhane maintient qu'il s'agissait d'un mariage, que les tués sont des civils et qu'il y a des enfants parmi eux. Barkhane peut expliquer ce qu'elle a fait, pas ce qu'elle n'a pas fait, répond d'ailleurs l'état-major des armées françaises. Messieurs, voilà le sujet donc qui nous intéresse cet après-midi dimanche, 10 janvier 2021. Mali frappe de la France, de la force Barkhane au centre du pays, victimes civiles ou djihadistes. Albert Anatole, ici vous avez suivi d'ailleurs de près cette information et vous nous faites savoir que ça ne peut pas être justement des groupes djihadistes qui ont été frappés par l'aviation française. Je voudrais, pour répondre à votre question, prendre la fin de votre justement intitulé. Oui. C'est-à-dire que le commandement militaire français peut expliquer ce qu'elle a fait, pas ce qu'elle n'a pas fait. Oui. Je voudrais rappeler à la conscience, n'est-ce pas, des téléspectateurs de DBS que nous sommes dans une communication de guerre. Et en matière de communication de guerre, vous avez la manipulation de l'information et on ne vous dira jamais la vérité. Ça, c'est d'un de deux. Hier, je regardais la télé et par hasard, je suis tombé en zappant sur une chaîne de télévision hexagonale, notamment France 2, pour ne pas la nommer. Et dans l'élément qui passait dans le journal, j'avais justement un reportage sur ce qui s'est passé au Mali, notamment, et l'intitulé du reportage, c'était en grand format, c'était Mali. Ils ont perdu leur vie pour la France. Ils ont perdu leur vie pour la France. Pour la France. Ils ont perdu leur vie pour la France. Et cet élément m'a suscité 2 questions. La première, que fait réellement la France au Mali? La seconde question, quelles sont les conséquences de son engagement militaire de ce côté depuis pratiquement 7 ans? Je pense donc que je vais répondre d'abord par la deuxième. C'est-à-dire que quelles sont les conséquences de l'engagement militaire français depuis 7 ans du côté du Mali, qui est constitué par la force Barkhane. Oui. Elle me constituée par près de 5000 hommes, avec un soutien logistique notamment de ses alliés européens ou occidentaux, notamment américains, à travers, n'est-ce pas, les drones. Tout récemment, lors de son passage du côté du Mali, Mme Florent Parly indiquait justement qu'il est question de réduire les effectifs des troupes françaises de ce côté-là. Pourquoi? Allez savoir. Justement. Deuxième chose, quelle sera la conséquence justement de cette initiative? Quoi qu'il en soit, il faut quand même dire les choses que l'engagement français du côté du Mali pose 2 problèmes. D'abord au niveau de l'Hexagone, parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, je parle de l'opinion politique française, une partie n'est pas d'accord avec l'engagement français de ce côté-là, parce que cet engagement militaire ne repose pas sur un socle, j'allais dire, sur le ressort politique. Donc ne sait donc pas pourquoi la France est de ce côté-là, d'où mon questionnement. Du côté du Mali, il y a également une très grande opinion, du moins majoritaire, qui estime que la présence de la force Barkhane au Mali
contribuent plutôt à faire à surenchérir, n'est-ce pas, les attaques ou les intimidations des djihadistes ou bien des trafiquants. Maintenant, dans son exposé, Madame Florent Parly a indiqué que de plus en plus, la force Barkhane va limiter les interventions au sol. Ça veut donc dire que ça va désormais pas au niveau de la troisième dimension, c'est-à-dire l'aviation française. Ce qui implique l'utilisation soit des satellites, soit des drones. Et vous savez justement, comme nous sommes dans une guerre asymétrique, eh bien, à partir d'un satellite ou bien d'un drone, vous n'allez pas distinguer un civil, enfin un paysan, d'un djihadiste, bien un civil, d'un militaire, puisque les djihadistes ne portent pas d'uniforme. Oui. Ceci étant, vous avez tout à l'heure évoqué, j'allais dire, présenter les faits. Mais sauf que le premier camp à prendre la parole, c'est justement l'aviation militaire. Et je pense que cette prise de parole a été, à mon sens, prématurée. On parle de la France, il faut bien préciser. Je dis bien que la prise de parole du commandement militaire français a été prématurée. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de faire d'abord des enquêtes, parce que c'est après avoir pris la parole, pour justement se dédouaner de cette bavure, parce qu'il faut le dire ainsi que c'est une bavure qui n'a pas fait seulement 8 morts, il y a eu une vingtaine de morts d'après des sources concordantes. Entre 18 et 20 morts. Et Médecins Sans Frontières indiquent qu'ils ont pris en charge les blessés. Bon, vous ne pouvez pas prendre en charge les blessés djihadistes. Ça veut donc dire que ça suppose donc que c'était des civils. Donc, et justement, de ce point de vue, là également on peut attribuer l'attaque, n'est-ce pas, des ambulances des Médecins Sans Frontières aux djihadistes, parce que leur ambulance qui évacue les blessés a fait l'objet de plusieurs attaques. De ce point de vue également, il faut indiquer que c'est à la suite donc, n'est-ce pas, de la prise de parole du commandement militaire de la force Barkhane que les autorités militaires maliennes prennent la parole pour justement conforter justement, la version de fait du commandement militaire français. Ce qui pose donc un problème, parce qu'il y a eu des témoins oculaires. Ça se passe, ces événements se passent, comme vous l'avez dit, à Douentza, précisément dans le village de Moupti. Donc, vous avez donc des témoins oculaires, vous avez des survivants, vous avez des blessés, qui vous disent qu'effectivement, il s'agissait d'une cérémonie civile de mariage. C'est un mariage coutumier, oui, comme ça se passe dans leur tradition là-bas. Peut-être est-ce qu'il y avait à proximité une colonne de djihadistes, parce que il faut quand même vous dire que nous, en tant que journalistes, lorsque vous êtes dans une guerre asymétrique, et surtout pour les gens qui agissent comme les djihadistes, ils ont des renseignements hétéroclites. Ce n'est jamais des renseignements au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une foule qui peut être facilement neutralisée. Non, ils ont des renseignements hétéroclites qui se constituent d'une dizaine de personnes, tout au plus. Donc je pense que il faut justement que le haut commandement français dise la vérité aux Maliens, qu'il faut le dire, ne comprennent pas toujours la pertinence de la présence de la force Barkhane au Mali. Merci beaucoup Albert Natolaïsi pour cette première prise de parole. Docteur Jean-Paul Mbelek, selon les témoignages d'ailleurs des habitants de la ville de Douentza, 18 corps ont pu être identifiés. Et d'après justement ces témoignages, ce n'étaient pas des djihadistes. C'était justement des personnes qui participaient à un mariage. Oui, la première fois, Steve, excuse-moi, je vais d'abord dire, souhaiter mes meilleurs voeux de bonne heureuse année 2021 au public de DBS, même à mes co-panélistes. Parce que on n'a pas eu l'occasion de... On n'a pas justement eu l'occasion de revenir là-dessus. Surtout sur l'émission Fédère. Voilà. Mais la première prononciation que tu as donnée était la bonne. C'est Douentza. Oui. C'est pas Douentza. Oui. C'est comme c'est Dembélé. Oui. C'est pas Dembélé. C'est-à-dire que les Maliens ont tendance à écrire comme on dit en français. Oui. Dembélé et pas Dembélé. Douentza. Oui. Pas Douentza. Effectivement, c'est entre Ambori et Sévaré. Sévaré, c'est à côté de l'île de Mopti. Pas loin de la région de Bandiangara. Donc, je connais très bien la région, ça je vais dire. Voilà. C'était un mariage religieux. Il n'y a que deux types de mariage au Mali. Le traditionnel, tu peux l'enlever. Ils sont très musulmans là-bas. Oui. Bon, même si c'était musulman, un islam africain, c'est pas djihadiste. Hein. Il n'y a pas de terroristes. Les Maliens sont africains comme les Camerounais. Ça, ils ont beau être musulmans, ils ne sont pas intégristes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont nos pratiques en tant qu'Africains. Oui. Mais ils ont tenu des mariages. C'est soit c'est civil, donc à la mairie, soit religieux. En général, comme le mariage civil coûte un peu plus et demande plus d'organisation, ils ont tendance à faire facilement des mariages religieux. Donc c'est un mariage religieux. C'est pour éclairer que
on peut très bien dire qu'il y a des djihadistes, alors qu'en fait, c'est juste un mariage religieux. Ok? Bon. Moi, je pense que on peut pas. Les Français veulent qu'on leur donne le bon Dieu sans confession. C'est pas possible. Et qu'on peut pas faire confiance. Qu'ils aient raison ou tort, nous, en tant qu'Africains, on doit d'abord leur donner tort. Je dis, quel que soit Alpha. Pourquoi? On a vu, parce que nous sommes les panafricains, on pense l'Afrique dans sa totalité, ils vont pas nous berner, parce que ce cas par cas, on va juger. On a vu en Centrafrique, il y a eu viol d'enfants, y compris la pédophilie, il y a eu la pédophilie, y compris l'homosexualité avec les enfants. La commission française qui a rassemblé les sénateurs et les députés ont conclu à un non-lieu. Donc, or, nous savons qu'il y a eu crime. Les Centrafricains savent qu'il. On ne va pas commencer à condamner nos propres Africains, nous étant Africains, en donnant le crédit à la France, c'est des colonialistes. Nous savons déjà, et ce n'est pas la première fois que les Français, y compris au Rwanda, se dédouanent. Moralité, eux, leurs paroles ne vaut rien pour nous, les Africains. Oui. Donc, s'ils s'imaginent qu'ils disent que l'on va leur croire d'abord, c'est faux. On commence d'abord par se méfier d'eux. On sait d'abord qu'ils ont tort. Maintenant, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont raison. Et je sais qu'ils ont tort. Croisa a déjà commencé à l'expliquer. Donc, l'autre chose. L'armée française fait quoi là-bas au Mali quand le peuple n'en veut plus? Donc tout ce qu'ils vont faire maintenant est forcément illégal vis-à-vis de la population. Ok? Alors, en tout cas, ce n'est pas, à défaut de dire illégal, illégal c'est pas pour gouvernement. C'est illégitime. Voilà, merci, il fallait changer de mot. C'est illégitime vis-à-vis de la population. Donc si la population dit qu'il y a eu tuerie 18 à 20 personnes qui étaient là pour un mariage, c'est ce qu'il en est, puisque cette population ne veut plus de cette armée. Autre chose, l'armée française, j'ai donné pas mal d'éléments que je connais. En tout cas, on vous écoute, docteur Jean-Paul Bellec. Vous êtes libre d'analyser après. Voilà. Autre chose. Oui, cette armée française-là, lorsqu'elle commet ce genre de crime, on peut se poser une question. Ne sont-ils pas là pour éliminer les djihadistes qui ne les arrangent pas? Hypothèse. Il se peut très bien que dans le mariage, ils aient reconnu, eux, des djihadistes, puisqu'ils les connaissent. Et ayant voulu profiter de l'occasion pour les éliminer. Pas de chance, les djihadistes n'avaient pas la tenue militaire djihadiste. Parce que même s'ils n'ont pas de camouflage, quand ils sont djihadistes, ils ne sont pas djihadistes à plein temps. Ceux qui sont semés là avec la foule, là, la population. Oui. Ils étaient là pour leur mariage. Donc c'est déjà une lâcheté, c'est une armée qui n'est pas digne de ce nom. C'est une lâcheté. On aurait pu attendre que le mariage se termine. Donc ils n'ont pas ce courage. D'ailleurs, quand je vois la ministre qui n'a même pas de tenue militaire, tout et tout, je vois la carrure de la ministre là. Elle peut faire la guerre, elle. Donc ça, c'est des armées de lâches. C'est eux qui tuent les gens comme ça. Je fais toutes les hypothèses. Autre chose. Vous savez, comment les événements ont commencé au Mali en 2012? Moi, j'ai quitté le Mali en 2012. Hein. Quand j'ai quitté le Mali, c'était mars 2012. 2 semaines après, c'est le coup d'État. Et d'ailleurs, j'ai été dans la région de Gao lorsque Air Cocaïne a atterri là-bas, à Gao. Donc, j'aurais pu vivre les événements en direct, le coup d'État. Le coup d'État venait des militaires de Kati. Kati, c'est une dizaine, entre 10 et 20 km de Bamako. Mais vous savez, et ça me revient en mémoire, à côté du camp militaire de Kati. Moi, je connais celui qui est devenu plus tard ministre de la Défense, je le connais. Hein. J'ai fait une animation scientifique là-bas, à Kati, dans le camp militaire. Avec mes jeunes, on avait arrangé leur laboratoire. On avait remis tous les appareils en place. On avait mis les étiquettes sur les produits. Et on a fait une animation scientifique. Il s'appelait Babi. Le colonel à l'époque s'appelait Babi. Babi est devenu entre-temps général, il était ministre de la Défense. S'il m'entend, il me reconnaîtra, Jean-Paul Bellec. Voilà. Le colonel Babi à l'époque. Donc, vous savez, il y avait un camp de Touareg à côté justement du camp militaire de Kati. Et moi, je connais une famille Touareg qui habitait là. Mais il y avait un camp de Touareg. La population, je ne comprenais pas pourquoi la population se plaignait souvent de ce camp de Touareg. Pourtant, les Touaregs sont des Maliens aussi. Et vous savez, avec le recul, je vois la conjonction entre les Touaregs du MNLA, gérés par la France, et les gens qui ont fait le coup d'État, plus tard, Sanogo. C'est-à-dire que la proximité de cette loi permettait de faire une communication coordonnée par la France et éventuellement faire des transports de marchandises, d'armes jusqu'au nord, ni vu ni connu, puisqu'il est censé être son bon en campement. Oui. Alors, ça, c'est a posteriori. Mais je demande qu'on analyse bien ce fait-là. Bref, si de 2013, bientôt 8 ans, 3 ans, dans un mois, ça fera 8 ans, 1 mois, 2 mois maximum, ça fera 8 ans, c'est plus près de 8 ans que de 7 ans, de présence militaire française. Où ils ont fait le bluff les premiers jours où ils avaient la cartographie de tous les djihadistes qui ne les intéressaient pas. Ok? Et aujourd'hui, pourquoi l'armée française n'a pas agi? C'est maintenant qu'il y a un mouvement de Maliens qui veulent qu'ils partent, maintenant qu'il y a un mouvement, il y a une manifestation le 20 janvier, maintenant qu'il y a une volonté populaire pour qu'ils partent, maintenant que l'armée malienne commence à collaborer avec la Russie
hein, pour essayer de prendre les choses en main. C'est maintenant que la France veut montrer des vérités comme quoi ils sont là pour combattre des djihadistes. Ok? Non. Ils peuvent pas nous tromper longtemps. Là, la priorité, la thèse qui prime, c'est qu'il y a eu, c'est pas bavure, il y a eu assassinat. Ça, c'est pas une bavure. Assassinat volontaire. Et il va falloir qu'ils se justifient. Et s'ils ne se justifient, même s'ils se justifient, ils doivent partir. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus leur... Ils peuvent nous tromper, ils peuvent y rester là-bas. S'ils restent là-bas, ils vont être tous exterminés. Moi, je dis que... J'ai dit, écoutez, j'ai dit, dans une émission ici, que un noir vaut 10 blancs... c'était pas ici, excusez-moi. C'est Allez-y. Une chaîne concurrente. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul J'ai dit Bell. un noir vaut 10 blancs. Mais j'avais dit avant que, en termes militaires, et donc il y a quelques commentaires de blancs racistes qui disent que Jean-Paul Bellec il est pire que Le Pen et pire que Hitler. Parce qu'il dit qu'ils n'ont pas compris, je parlais au niveau de la force physique. Oui. Okay. Donc je dis que les militaires français là ne valent rien, même avec tout leur armement. À armes égales, les militaires maliens vont s'en défaire. C'est qui manque. C'est ce que je veux essayer d'affirmer. J'y affirme encore aujourd'hui. Ce courage-là est là et se convaincre que nous sommes forts, nous les Africains. Parce que c'est cette force qui va faire qu'on les affronte réellement. Nos ancêtres les ont affrontés, on avait encore moins. Ok? Et on a résisté longtemps. Il faut qu'on retrouve cette force qui fait que, avec de meilleures armes, à armes égales ou presque égales, on va les vaincre. Les militaires français, les 5000 là, ne valent pas 5000 militaires maliens bien décidés. Surtout qu'ils sont dans leur propre territoire. Donc il est temps qu'ils s'en aillent. On n'a plus de temps à parler de ces gens, ce sont des assassins. Et qu'ils sachent que nous, on pense Afrique. Et ce n'est pas du coup par coup. On connaît l'histoire de l'Afrique depuis le Côte Noire, en passant par avant l'indépendance, après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On n'oublie rien. Il est temps qu'ils dégagent. Merci beaucoup à docteur Jean-Paul Bellec. On vous a compris parfaitement. Patrick Sapad, jusqu'à preuve de contraire depuis dimanche dernier, il faut le dire comme ça, la controverse enfle du côté du Mali concernant justement cette affaire du 3 janvier dernier. Pour beaucoup d'habitants de Douentza, en tout cas de ce côté-là, c'était un mariage. Du côté de la France qui a fait tôt, en tout cas de faire une sortie médiatique pour dire non, ils ont calculé, ils ont vu et ils ont fait des drones, ils ont eu des calculs, il faut le dire comme ça, au millimètre près. C'était un groupe djihadiste, mais pourtant les habitants, il faut le dire ainsi, ont découvert que c'est les leurs qui sont morts. C'était formellement un mariage. Steve Joslingos, et vous allez comprendre. Le Mali est un pays central pour la domestication du Sahel, et vous allez voir que au niveau de la Mauritanie, qui est la première frontière qui sépare justement, enfin qui voisine ce Mali-là, il y a eu énormément de coups d'État là-bas, jusqu'à ce que Mohamed Ould El Ghazaouni arrive pour remplacer Ould Abdelaziz, mais on lui a fait savoir qu'il devait rester tranquille, qu'il ne devait rien dire, et vous allez constater que la plupart des regroupements pour aller réfléchir sur la question du Sahel se passent en Mauritanie. Alors, là-bas, c'est facile d'entrer pour arriver au Mali, notamment dans la partie septentrionale. Sous la Mauritanie, vous avez l'autre frontière, qui est celle qui sépare le Mali au Sénégal. Or, le Sénégal abrite l'une des bases principales de l'opération Barkhane, parce que l'une des bases arrière à l'opération Barkhane, parce qu'il y a 3 bases arrière. Oui. Il y a celle de la Côte d'Ivoire, celle du Sénégal et celle du Gabon. Alors, sous le Mali, vous avez la Côte d'Ivoire qui abrite et une autre base arrière sur le plan militaire. Vous avez de l'autre côté le Burkina Faso, qui est justement l'autre pays central pour surveiller à la fois le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec le positionnement de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un pays très important. Je n'ai pas oublié ce qui est arrivé à Thomas Isidore Sankara avec tout ce qu'on a raconté dans l'histoire. De l'autre côté, vous avez le Niger. Le Niger, et donc quand vous avez le Niger à l'est, il y a une frontière triangulaire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Tout en bas, c'est dans cette frontière que tout se passe. Maintenant, sous le Niger, il y a le Tchad. Mais ça, c'est le couloir pour pouvoir arriver en Afrique centrale. Parce qu'il y a dans cette affaire-là la domestication de la zone du Sahel, mais bien évidemment la domestication de la zone d'Afrique centrale. Avec ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui, qui va certainement s'étendre au Cameroun, la Guinée équatoriale. C'est pour ça que Paul Biya a dû envoyer son directeur, son secrétaire général à Malabo il y a quelque chose comme 72 heures. Parce que ça chauffe. Donc, quand vous revenez dans le Mali, ils ont commencé
tout à partir de là-bas. 2012, dont parle le docteur Belek, c'est parti du fait qu'il voulait d'abord tuer Kadhafi. Mais le Mali était le pays le plus essentiel parce qu'il y avait deux objectifs. Aller tuer Kadhafi et puis domestiquer cette zone du Sahel. Alors pour que ce soit techniquement possible, justement en 2013, ils ont créé Serval. En 2014, ils ont remplacé en termes de réajustement sur le plan militaire Barkhane. Mais on a donc choisi des zones. Gao, dont il parle, c'est le centre du Mali. Et c'est là, justement, qu'on a posé la base, ce que vous appelez le GTIA, c'est-à-dire le groupement tactique interarmé, pour le contrôle des opérations aéroportées. Mais un peu plus au nord, c'est-à-dire dans le nord-est, vous avez Tessalit, qui abrite l'une des bases en poste avancé. Parce qu'il y a une base en poste avancé à Tessalit, l'autre se trouve à Port-Bonono, c'est au Niger, oui. Et la dernière il y a une autre qui est à Tombouctou, pas à Tombouctou, au Burkina Faso, en bas, et à Ouagadougou, et une dernière à Faye-Largeau au Tchad. Ça, c'est les bases à poste avancé. Mais comme nous sommes au Mali, cette base, c'est la base de Tessalit, c'est dans le nord-est du Mali. Mais pourquoi cette zone, Steve Joslingos? C'est que là-bas, il y a eu la nébuleuse du MNLA qui a été positionnée, le Moundiao, dans le mouvement justement de soutien, il y a le mouvement de soutien aux musulmans et aux djihadistes, les choses comme ça. Donc, tous les groupes les rebelles qui ont été créés par ces bandits internationaux se sont retrouvés dans la zone septentrionale, mais ces gars-là revendiquaient la zone septentrionale, l'autonomie de la zone. Alors, comme il faut aller tuer Kadhafi, eh bien, il faut négocier avec ces gars. Mais ils ont tremblé un peu. Est-ce qu'il faut lourdement financer et lourdement armer des gens qu'on risque de ne pas contrôler après? Mais l'objectif, c'était quoi, Steve Joslingos? Il fallait absolument éliminer Kadhafi. Bon, on est allé armer et financer ces gars-là à l'aveuglette, pour qu'ils aillent satisfaire la première mission, parce que Kadhafi portait un chantier. C'est lui, justement, la construction de l'existence africaine. Notamment qu'il a choisi Yaoundé pour abriter le FMA, pour rééquilibrer les balances de paiement des pays africains en cas de difficulté. Et Abuja pour abriter la Banque centrale africaine, Sirte en Libye pour faire le siège justement de la Banque africaine de développement et des investissements et aider justement les Africains à avoir matière à investir et créer des richesses. Et il devait permettre que l'Afrique commence à battre sa monnaie en janvier 2014. Alors il fallait rapidement l'éliminer. Alors, on l'a éliminé. Maintenant, ces gars sont revenus dans leur zone pour revendiquer sur le plan principiel ce qui avait été convenu dans le deal. Et il faut maintenant commencer à les encadrer cette fois-ci. Alors, les encadrer pour que Bamako, qui est au sud du pays, ne contrôle rien. C'est pour ça qu'en 2012, au moment où Amadou Toumani Touré doit partir, il a terminé ses 10 ans, et il n'y a pas d'opportunité de coup d'État. Parce qu'il n'a pas excipé la moindre velléité de revenir au pouvoir. Oui. Alors, ils ont activé Yaya Sanogo, dont il parle. On n'a jamais d'ailleurs compris pourquoi le coup d'État. Le coup d'État n'était pas justifié. Oui. Yaya Sanogo, pour dire politiquement à Djokunda Traoré de mener une transition bizarre et bidon, parce qu'on était en train de préparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pendant qu'on va à Ouagadougou, on va en Algérie pour essayer de gérer à gauche, à droite, eh bien, il n'y a pas de résolution qui soit déjà actée et puis acceptée. On a engagé une escroquerie politique. Pourquoi? Parce que Laurent Fabius, qui était le ministre des Relations extérieures de Hollande, lui a dit, écoutez, Ibeka a été à l'université avec moi et ça va être le meilleur interlocuteur au Mali pour la France. Parce qu'il y avait un monsieur qui a géré tous ces accords à gauche et à droite et dont on espérait qu'il allait être sur les starting blocks justement pour reprendre la main au niveau du Mali. C'était Sibili Dramé. Alors, on a demandé qui était encore au pouvoir, comme Compaoré, d'aller enseigner à Tibili Dramé qu'il allait faire la deuxième force politique du pays. Tibili Dramé dit non, je ne peux pas y aller. Si c'est cette mascarade que vous commencez à vouloir mettre en place, je ne suis plus là, il a retiré sa candidature. C'est pour ça donc Ibeka est arrivé. Mais on allait ressusciter Soumaïla Cissé qui vient de s'évaporer à la faveur de la mort, pour qu'il fasse la deuxième force politique du pays, parce que lui s'était ouvertement opposé à l'intervention française au Mali. Alors, c'est par Ibeka est arrivé au pouvoir. Nous ne faisons pas l'histoire, puisque on sait très bien pendant 8 ans, tous les balbutiements et tous les milliers de morts qui sont tombés au niveau du Mali. Alors, ce qui se passe là maintenant, c'est qu'effectivement,
ces gens sont en difficulté. Ils sont en difficulté pourquoi, Steve Goss? Il y a une histoire qui se passe au Niger. Issoufou vient de terminer 10 ans. Il faut faire bonne figure devant l'opinion africaine, devant l'opinion dans ce Sahel-là, pour dire que ce gars, il ne va pas tordre le cou à la Constitution. Donc il est parti, mais on s'assure qu'un jeu de chaises se produise avec Mohamed Bazoum. Et comme on n'avait pas prévu que le coup KO qui s'est produit en Centrafrique ne se fasse pas là-bas, parce qu'on est rentré au deuxième tour, un deuxième tour qui va s'enclencher bientôt, avec notre ami Maman Ousmane, eh bien, il faut donc créer la psychose pour justifier la présence, le jeu de chaises et le contrôle de l'héritage politique au niveau du Niger et par extension au niveau du Mali, parce que là-bas également, l'armée régulière ne contrôle encore rien du tout, c'est encore eux. Donc ils manipulent, ils ont tué au niveau du Niger il y a quelques jours, une centaine de morts, parce qu'on avait décrété là-bas 3 jours de deuil national, mais quelques Français sont décédés. Dans la frontière malienne, il y a eu une attaque avant celle que nous sommes en train d'indiquer à la Constance africaine aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas parce qu'il y a les djihadistes qu'il faut attaquer. On peut tuer les siens, c'est-à-dire qu'ils tuent leurs éléments dans les troupes françaises là-bas, mais ils tuent les innocents pour justifier leur présence là-bas et signaler, non, écoutez, ils ont encore besoin de nous. Donc l'opinion doit comprendre que la France doit rester absolument là et qu'il y a aussi la difficulté au niveau des partenaires. Oui. Parce que Trump a signalé que les 45 millions de dollars qui étaient versés chaque année au niveau de ce Sahel vont être retirés par les États-Unis. Il faut absolument que Florence, vous l'appelez comment? Florence Parly puisse convaincre ses partenaires et même l'Union européenne de l'aider à continuer de rester là avec la France qui est incapable de gérer cette histoire du Sahel. Donc ils ont besoin d'avoir des soutiens à gauche, à droite. Donc il y a à la fois la présence, l'insistance pour rester là, réussir à convaincre l'opinion africaine, notamment celle du Sahel, et aussi l'opinion internationale, c'est-à-dire les partenaires traditionnels. Donc il y avait mariage ce jour-là, et ils ont bombardé, prétendument qu'il y avait les djihadistes dedans. Il n'y avait pas de djihadistes, même les djihadistes ciblés dont ils parlent. Il n'y avait personne. En réalité, c'est pour créer la psychose et imposer à ces gens de comprendre qu'ils doivent absolument rester là. Avoir besoin de la France sur leur territoire. Il est urgent de savoir que la seule chose à faire, et je m'adresse à Florence Parly et à Macron, c'est de commencer à faire les bagages au niveau de ce Sahel-là, parce qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de la moindre armée étrangère sur le sol africain. Et je vous rappelle, Steve Josengos, qu'il n'existe aucune armée occidentale, je répète, qui soit capable de maîtriser le terrain du Sahel, à part les armées africaines. Donc, la première des choses, avant de s'engager dans un terrain de guerre, c'est de maîtriser justement le terrain du combat. Donc, c'est pour ça qu'il est urgent qu'ils commencent à réfléchir sur comment plier bagage là-bas dedans et que les Africains eux-mêmes vont se charger justement de la protection et la sécurisation de leur peuple. Docteur Yamtimba, pourtant, on le sait pertinemment, l'armée française est sur le sol malien depuis des décennies. Pourquoi avoir pris aujourd'hui l'initiative, il faut le dire comme ça, de défendre les Maliens contre les djihadistes, parce que pour eux, c'est un positionnement djihadiste et non pas de civils. Malheureusement, on se retrouve là face à une controverse qui est en train de enfler et on se pose d'ailleurs des questions. Qu'est-ce que la France fait encore au Mali? Écoutez, je crois que mes copanélistes, à la suite de l'état-major français, ont clairement répondu à la question. La France ne peut pas justifier ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut pas expliquer ce qu'elle n'a pas fait, expliquer ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est une armée d'occupation. C'est tout. Barkhane, c'est une armée d'occupation. Je ne veux même pas rentrer dans les débats de djihadisme. Je ne peux pas rentrer dans cela. Vous ne pouvez pas venir dans la cour, dans notre cour, la cour de notre maison. Oui. Vous venez d'ailleurs, vous tapez mon petit frère et vous commencez à vouloir m'expliquer qu'il serait un bandit. Monsieur, je vous cogne d'abord bien, avant qu'on ne commence à s'expliquer après mon frère et moi. Oui. Donc, je n'ai pas à répondre si c'était des djihadistes ou des... Je ne sais pas comment vous avez appelé ça. Ces gens-là, c'est des Maliens. À partir du moment où c'est des Maliens, à partir du moment où c'est des Africains, je ne réponds pas à cette question. Je dis simplement, vous n'avez rien à faire là. Vous êtes une armée d'occupation. Et pourquoi je vous réponds avec autant de tonicité? Allez-y. Je vous réponds comme cela parce que je suis très heureux d'avoir entendu mes copanélistes. Et je suis très content de toutes les réactions que j'entends. Vous vous souvenez du 30 octobre dernier? Oui. 100 morts.
Vous vous souvenez du 28 décembre? Combien de morts? Vous vous souvenez du 2 janvier? Là, vous parlez du 3 janvier. Oui. Mais c'est une litanie. Pour ceux qui sont des chrétiens et comprennent de quoi je parle, une litanie macabre. La vérité est que au Mali, il y a des Maliens. Barkhane, c'est des Français. Ils n'ont rien à faire au Mali. Si ils ont le sentiment d'être très forts, qu'ils aillent régler les problèmes qu'ils ont en France. Et ils en ont vraiment beaucoup. Et nous savons pourquoi ils sont au Mali. Peut-être qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de rester chez eux. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est d'être corrects. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de coller la paix aux Africains. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est d'arrêter de harceler la construction, de harceler les Africains et de bloquer la construction de l'intégration africaine. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est purement et simplement de ne pas comprendre que les Africains savent pourquoi ils sont là. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est sincèrement de continuer à nous prendre pour des fous, à nous prendre pour des enfants, des naïfs, qui ne sauraient pas pourquoi ils sont là. Ils pensent que nous n'avons pas vu les photos dans les mines d'or. Vous avez vraiment le sentiment qu'un pays comme la France déplace 5100 hommes, crée le réseau que vient de présenter Patrick Sapak, organise ou tout au moins encadre les événements comme ceux de 2012 dont parlait le Dr Mbelek, simplement parce qu'elle aime trop les Maliens. Qui leur a dit que les Maliens sont dans une situation où il y a des Maliens qui ne veulent pas des autres Maliens? Qui leur a dit ça? Qui leur a dit que nous en Afrique, quand on ne s'entend pas sur un sujet, alors le village on le brûle? Qui leur a dit ça? Alors lorsqu'ils auront tué tout ce qu'on appelle djihadistes et qu'il s'avère par extraordinaire que tous les Maliens sont justement contre la présence française, contre la présence de la culture française, contre la présence de la domination française, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont raser le Mali de la carte de l'Afrique. Ils vont raser le Mali de la carte de l'Afrique. C'est une bonne interrogation. Mais moi, j'aimerais bien qu'il m'explique quelle est cette logique qui veut que vous disiez, mais écoutez, dans ce pays, il y en a qui sont des djihadistes, il faut les tuer. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui sont les bons Maliens. Qui êtes-vous pour venir dire aux Maliens qui sont les bons Maliens? Mais c'est les Maliens qui décident tout seuls de ce qu'ils sont. C'est pas à vous de venir leur dire, ceux-ci sont les bons Maliens, ceux-là sont les mauvais. Et au fait, pendant qu'on y est, alors, ils affirment haut et fort que ce n'était pas un mariage. Alors maintenant, les Français connaissent mieux comment on organise un mariage au Mali que les Maliens eux-mêmes. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes ici. Oui. Les Français savent mieux que vous et moi comment on organise un mariage chez nous. Mais il y a quand même, je veux dire, il y a une telle, c'est pas du paternalisme, c'est du mépris. Il y a un tel mépris des Africains de la part de ces gens qu'il va bien falloir, et Dieu merci, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, les Africains ont déjà dit non. Parce que chez eux, quand on dit non, peut-être qu'on commence à hurler. Ici, on ne fait pas ça. Quand les gens ont dit non, vous le remarquez dans leur comportement. Et je crois que, comme ils ne comprennent pas nos codes, parce que j'ai l'habitude de dire, ils ne comprennent pas l'Afrique, ne connaissent pas l'Afrique. Ils croient connaître l'Afrique, mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Dans nos codes, Oui. tout le monde, sortez là dans la rue, vous comprendrez très bien que tous les Africains, ce qu'ils vous disent, on n'en veut plus. Et nous les Africains, on sait très bien que les Africains, là, le moment critique, le moment du basculement, il est en cours. Parce que, quand le docteur Mbelek explique quelque chose, ça peut paraître une explication un peu délicate en disant oui, mais comment ils vont se rendre compte qu'il faudrait... Parce que quand il vous dit un Africain, c'est 10 Européens, ça, il ne le dit pas parce que c'est un vœu, mais il le dit parce que ça, c'est du constat sur le terrain. Et il le dit clairement, et tous les Africains qui nous écoutent et qui sont hors d'ici ont compris. Lui, il a voulu expliquer, mais les Africains ont compris. Et aujourd'hui, les Africains comprennent très bien qu'il n'y a pas un autre moyen de s'en sortir de cette situation
que de décider à un moment donné de mettre dehors ce qui dérange l'Afrique, ce qui l'empêche de se construire. L'Europe s'est construite sur la base de petits blocs, de petits pays, de petites nationalités. L'Afrique ne fonctionne pas comme ça. Et comme je vous dis toujours, les Européens, ils ne comprennent pas l'Afrique. Regardez l'histoire de l'Afrique. Ils essayent d'expliquer l'Afrique par de petits royaumes. Il y a des Touaregs ici, il y a les Bambara là-bas. C'est pas comme ça que l'Afrique fonctionne. C'est pas parce qu'en Afrique, deux nationalités ne parlent pas la même langue que ça veut dire que ces gens-là, ils sont complètement coupés les uns des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Chez nous, vous avez touché aux Maliens en Afrique, aux Maliens là-bas. Vous venez de toucher les Camerounais et ne venez pas vous plaindre après qu'il y a ressentiment anti-français. Il n'y en a pas. Ce que vous êtes en train de provoquer, c'est simplement que vous dites aux Africains, messieurs, là, tant que nous sommes là, nous allons vous faire vivre ça. Et vous nous rappelez avec tout cela, chaque jour, que du temps de l'esclavage, vous étiez capable de massacrer, de brûler tout un village. Vous étiez capable, même dans vos plantations en Amérique, de tuer tous les Noirs d'une exploitation qui se rébellait. Vous venez de nous rappeler que les Marcus Garvey, vous les avez froidement assassinés. Vous venez de nous rappeler qu'une armée est capable de venir bombarder et tuer une vingtaine de personnes et commencer à expliquer qu'on peut tuer 20 personnes dans un village. Je ne sais pas quelle est cette armée-là, mais c'est exactement ce que Thomas Sankara appelait des bandits. C'est ce que Thomas Sankara appelait des bandits parce qu'ils n'ont aucune... Lorsque vous armez quelqu'un qui n'a pas une culture idéologique, c'est un bandit. Et nous, du point de vue de l'Afrique aujourd'hui, malheureusement, il faut bien que les gens comprennent le jeu. Les Africains ne peuvent pas comprendre des gens qui massacrent tous les jours. Et chaque fois que le journal passe, la seule chose dont on parle, on ne vous parlera jamais d'un beau champ de mil et de sorgho dans le Sahel. On ne vous parlera jamais d'un pont qu'on a construit. On ne vous parlera jamais d'une école, d'une université qu'on a ouverte. On passe le temps à vous faire une litanie macabre. On a tué 100 personnes aujourd'hui, 200 personnes. C'est étranger à la culture africaine. Les Africains ne connaissent pas ça. En Afrique, on fait la litanie des belles choses. Parce que le jour où vous partez de ce monde, quand vous arrivez devant les ancêtres, mais vous n'êtes pas là pour leur dire ce que vous n'auriez pas dû faire. Oui. Vous êtes là pour leur dire, je me suis occupé des pauvres. J'ai fait des champs pour nourrir les hommes et les femmes. J'ai transmis le savoir. J'ai produit du savoir. Voilà ce qui fait de vous quelqu'un qui deviendra un ancêtre. Mais ce n'est pas le fait de tuer les gens tous les jours qui fait de vous quelqu'un qui deviendra un ancêtre. Et cette dichotomie, ou disons ce hiatus entre la culture occidentale ou européenne et la culture africaine, fait qu'aujourd'hui, les Africains qui ont sérieusement, par le fait des leçons de la vie, n'acceptent plus, ne supportent plus cette domination, cette oppression, ce pillage, eh bien, commencent progressivement à manifester au quotidien leur refus. Et ce mécanisme de défense qui commence à se mettre dans la société, iront jusqu'au bout. Pourquoi? Observez bien l'histoire récente. Chaque fois que les Africains ont commencé à s'opposer, à résister, à faire preuve à utiliser certains mécanismes de défense et aller jusqu'au bout. Ils ne se sont jamais arrêtés. Ils ne se sont jamais arrêtés. Vous prenez un pays comme le Cameroun où on a battu l'UPC à la guerre, mais vous avez bien vu que la résistance a continué sous d'autres formes. Ça ne s'arrête jamais. Parce que les Africains ne comprennent pas qu'un être humain ne puisse pas être libre. Et ce qui vient de se passer, ou le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, montre à suffisance que nous venons très bien, grâce à la réaction de l'armée, de l'état-major de l'armée française, de comprendre. La France, ils appellent Barkhane. Vous connaissez la signification de Barkhane? C'est une sorte de dune qui est en mouvement perpétuel, dont les crêtes se meuvent. C'est-à-dire que ça peut aller ici en fonction au gré du vent, les crêtes peuvent bouger d'un autre côté. Ce qui veut dire que la France, c'est un message. La France n'est pas là pour partir. Est-ce qu'une dune de sable part? Une dune de sable ne s'en va pas. Non, une dune de sable peut bouger. Donc nous pouvons frapper au Mali. Après, nous pouvons frapper au Niger, au Burkina, la Mauritanie. Donc c'est une dune de sable
qui bouge, mais se qui a meut. son centre. Oui. Qui a son centre. Et à partir de ce centre-là, à partir de ce centre est stable. Donc la France vient encore une fois de confirmer qu'elle est une armée d'occupation. Et j'interpelle les Français pour qu'ils se souviennent de ce qu'on appelle occupation. Sur ce plateau, celui qui a le plus vécu en France, c'est le docteur Mbelek. Et il sait quelle est la réaction des Français quand on parle de la période d'occupation. Pour nous les Africains, c'est encore pire parce que ça a été précédé. Ce qui est en train de se faire là, avec les Barkhane, les Serval, et tout ça là, ça a été précédé par il y a le néocolonialisme, il y a le franc CFA, il y a le WADA, il y a le colonialisme, la colonisation, il y a eu l'esclavage, etc. Donc, c'est une armée d'occupation. En réalité, c'est ça le fond du problème. À partir du moment où c'est une armée d'occupation, je n'ai pas à distinguer entre les Maliens. Parce que ce sont mes frères. Je ne distingue pas entre mes frères. Si je me mets à distinguer entre mes frères, devant un étranger ou sur la parole d'un étranger, je laisse qu'il nous divise. Or, quelle est la stratégie justement des armées d'occupation et C'est des de diviser pour colonisateurs? mieux régner. Deux choses justement. La première, c'est diviser, oui, et la deuxième, c'est isoler. Donc, qu'est-ce qu'on crée au Mali? On divise les Maliens et on les isole les uns des autres. Ce n'est pas seulement un isolement physique, c'est un isolement psychologique, c'est un isolement mental, qui fait que, en fait, finalement, les Maliens sont opposés les uns aux autres et ils ont peur les uns des autres. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, en réalité, ce qui se passe, je répondrai par cette première prise de parole, ce qui se passe là au Mali, et j'aime l'expression qu'a utilisée le docteur Mbelek, c'est de l'assassinat pur et simple. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous n'avez aucun mandat. Oui. Il ne me souvient pas que le peuple malien s'est assis un jour et a appelé la France à l'aide. Contre qui? Ils sont entre eux, ils vous ont appelé à l'aide. Pas du tout. Et contre quoi d'ailleurs? Voilà. C'est la grande interrogation. C'est de l'assassinat, c'est tout ce qui, c'est du vol, ce qui se passe là-bas, c'est des razzias, c'est de la rapine, c'est une guerre d'occupation. Et cette guerre d'occupation dont les effectifs ne font que croître, interpelle les Africains pour qu'ils prennent un certain nombre de décisions rapidement. Et je crois que l'appel à la Russie au Mali, en Centrafrique, beaucoup de gens pensent que la Centrafrique a appelé la Russie toute seule. C'est l'Afrique centrale qui a appelé la Russie. Et cet appel à la Russie qui a été entendu au Mali va de plus en plus se systématiser, mais surtout va permettre aux Africains de se construire pour pouvoir affronter le danger d'occupation auquel ils font face aujourd'hui. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, le 20 janvier prochain, il y a des marches qui sont prévues dans toutes les rues du Mali pour demander justement à la France de quitter le sol malien. Oui, disons qu'il faut... C'est tout à fait, à mon sens, légitime, c'est d'autant que ce n'est pas le gouvernement actuel du Mali qui a demandé de l'aide à la France. Du tout. Le gouvernement qui a demandé de l'aide à la France n'est plus en place. Oui. Avant, quand j'ai dit cela, je voudrais vous rappeler que la situation de la France actuellement au Mali s'apparente à celle des États-Unis en Afghanistan. C'est-à-dire que ils se sont engagés dans un bourbier, ils ont voulu manger des terroristes, des talibans, là-bas en Afghanistan. À la fin, ils se retrouvent dans une situation de négociation avec des talibans. Et c'est la même situation qui risque de se répéter du côté du Mali. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est dos mur pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a jamais gagné une guerre nulle part. Oui. Tout à l'heure, je crois que c'est Yam qui l'a... Non, je crois que Dr Bell qui l'a indiqué. La France a été du côté de Centrafrique dans le cadre de l'opération, je crois, Sangaris. Nous connaissons ce qui s'est passé là-bas. Il a fallu aller à Khartoum pour que les Centrafricains retrouvent un semblant, n'est-ce pas, de paix, de quiétude. Et maintenant, les violeurs des enfants, des pédophiles, ont bénéficié d'un non-lieu du côté de l'Hexagone, avec tout ce qu'ils ont commis comme exaction, comme crime, même pas exaction, comme crime. Du côté du Mali, c'est le même scénario, c'est-à-dire que la France se met en première ligne alors qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Finalement, donc, tout à l'heure, j'ai indiqué lors de ma première prise de parole que la France n'est pas du côté du Mali pour des raisons politiques. La France est du côté du Mali pour du business. C'est pour le business que la France... D'ailleurs, l'un de ses officiels a dit que la France ne peut pas se retirer du Mali, auquel cas il va présenter la facture. À qui? Pour quelle facture? Qui l'a appelé?
Donc, je pense donc que de ce point de vue, étant donné que la France est dormue de ce côté-là, maintenant, quitter le Mali, dans la situation actuelle, ça a un peu d'échec. Eh bien, elle veut donc continuer à persister, à rester, pour donner l'impression qu'elle continue la situation jusqu'à certainement à ce que ses soutiens puissent se retirer et puis la laisser justement dans cette affaire-là pour justement discuter avec justement les djihadistes qu'ils appellent les djihadistes et en interface comme négociateur principal les nouvelles autorités. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que les Maliens, ils le savent déjà, je pense, que la présence française, je veux dire, la force Barkhane du côté Mali, contribue au contraire à créer davantage d'insécurité sur le territoire malien. Deuxième chose, non seulement cette présence contribue à créer davantage d'insécurité, mais les militaires français sont déguisés désormais en ingénieurs qui pillent les ressources des Maliennes. Ici, il ne faut pas se tromper. Et ils le savent. Aujourd'hui, c'est quoi la facture que la France va brandir si jamais il est question qu'ils quittent le territoire malien, qu'ils n'ont pas l'intention n'est-ce pas, d'abandonner. C'est ça qu'il est question. Donc je pense qu'aujourd'hui, au regard, parce que vous savez, les médias français ne présentent jamais un élément pour rien. Tout à l'heure, j'ai convoqué un élément que j'ai vu hier dans une chaîne hexagonale où nous disons, où ils se disent carrément qu'ils sont morts pour la France. Mali, ils sont morts pour la France. Mais je ne sais pas si la France a un territoire au Mali. À moins que le Mali soit devenu entre-temps un territoire français. Oui. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont morts au Mali? C'est le temps que même à l'intérieur même de ces forces, il y a des questionnements. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font au Mali? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas déjà, Macron n'a pas eu un mandat populaire. Je l'ai dit que le Parlement français n'a pas validé, n'est-ce pas, le déploiement de cette armée d'occupation, comme le dit Yamtimba. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est question, parce que la présence française n'a rien d'une présence d'une armée de libération ou d'un maintien de la paix. Il s'agit du business. Et rien que du business. Et rien que du business. Dans 5 minutes, mesdames, messieurs, le standard sera ouvert. Vous pourrez justement nous appeler pour participer à cette autre édition de Feu Vert. Le sujet qui nous intéresse, Mali, frappe de la force Barkhane au centre du pays, victimes civiles ou djihadistes. Finalement, docteur Jean-Paul Mbelek, on va parler justement que les victimes étaient des civils ou alors elles étaient des djihadistes. Puisque dans toutes les explications que nous avons cet après-midi, finalement, on se rend compte que ce sont des civils qui sont morts. Bon, je pense qu'on a déjà fait le tour pour dire que c'est de l'assassinat. Oui. Que c'est pas des djihadistes. Parce que même tout à l'heure, Patrick Sapak a dit que c'est pas ce que je disais. Mais en fait, moi, je faisais qu'une hypothèse. Oui. C'est pour dire que même dans ce cas-là, on les condamne encore. Donc, si même dans ce cas-là, on les condamne, et Yamti m'a dit qu'on ne veut pas savoir. C'est des Maliens. De toute façon, ils n'ont pas à dire quel est le vrai Malien. Non, les troupes ont fait un assassinat. Oui. Mais est-ce que je peux faire un peu d'histoire, un peu de... Allez-y. Retour en arrière. Voilà. Djoukunda Traoré, c'est le président de la transition. Après le coup d'État. Il a été agressé le 21 mai 2012. Je crois le 11 janvier 2013 commence l'opération Serval au Mali. Il prétexte que c'est Djoukunda Traoré qui a écrit une lettre à Hollande. On n'a jamais vu cette lettre. Et c'était qu'un gouvernement de transition. Et comme l'a dit 3A, ce n'est pas le même gouvernement. Et ce n'était pas un gouvernement normal, c'était de transition. Donc depuis, les termes auraient dû être révisés. Que fait la France depuis 2013 encore jusqu'à aujourd'hui? Serval est fini en 2014. Nous sommes maintenant 6 ans plus tard. Ils font quoi? C'est une force d'occupation, comme l'a dit Yamtimba. Et maintenant, les Français sont des idiots. Maintenant, je ne mange plus mes mots là. Quand je dis les Français, je parle de la population. Nuance mes mots, je n'ai pas dit le peuple. Ah, on vous comprend. Allez-y. Nous respectons le peuple. Je dis la population auquel ils s'adressent. Il y a beaucoup d'idiots là-bas. Il y a beaucoup d'idiots là-bas. Parce que ce discours s'adresse d'abord à l'idiotie des populations françaises. Qui, quand le gouvernement dit que je regardais comment ils gèrent le Covid. Si c'était si intelligent, est-ce que nous gère le Covid comme ça ici? Est-ce que finalement, est-ce qu'on a le Covid? Regardez comment on gère le Covid en France. Avec une population d'idiots. Et regardez, ils ont bien le Covid. Ils ont créé une psychose, une panique, et ils ont le Covid. Maintenant, on leur donne le vaccin, ils prennent le vaccin. Et nous, on ne veut pas de vaccin ici. Vous savez quoi? Je vais faire des rappels.
le taux de guérison actuel au niveau mondial du Covid-19, et nous sommes en 21 déjà, hein, on parle encore de 19. Quelle est cette grippe qui dure aussi longtemps? Ce n'est qu'une grippe. Moi, je dis pas grippette, hein, je dis grippe. Et comment ça fait qu'elle dure aussi longtemps la même? Le taux de guérison mondial est de 71%. Vous allez rire. Vous allez rire. Voilà. Yam Tiba dit qu'ils ont trop de problèmes et qu'ils rentrent en France. Écoutez, vous allez rire. Puisqu'on a dit que le problème de 2020, c'était la pandémie. Je répète. Vous savez que moi, je joue sur les maths. Et ici, aujourd'hui, les maths, c'est les chiffres. Bien que les maths ne soient pas que des chiffres. Mais aujourd'hui, les maths, ça sera les chiffres. On va jeter une lumière sur les chiffres. Voilà. Le taux de guérison mondial, je l'ai regardé hier soir, est de 71%. C'est-à-dire que sur tant de millions de gens qui ont été comptés comme ayant atteint du Covid, 71% ont été guéris. Est-ce qu'on se comprend? J'insiste sur l'expression, 11%, vous entendez bien? Bon, il y a une petite remarque à faire là-dessus avant que j'aille plus loin, parce que là, je vais attaquer la France. Une petite remarque, c'est que, au fait, le Covid-19, s'agissant d'une grippe, en général, les grippes sont saisonnières, non? Donc, normalement, on devait arrêter le compte au moins au plus tard en décembre, le 31 décembre 2020. Comment ça se fait que les mêmes chiffres continuent à courir? Il n'y a pas eu de remise à zéro. J'ai regardé le site Worldometer, il n'est pas remis à zéro. C'est les mêmes gens qu'on continue seulement à ajouter. Il ne faut pas qu'il y ait un idiot aussi quelque part. Bien sûr. En tout cas, nous, on n'est pas idiots. Hein. Passer le vaccin. J'ai entendu, je vais vous dire, la première personne française qui j'ai entendu faire cette remarque, écoutez bien son nom. Il s'appelle Salim Laibi. C'est un Français. Il est à Marseille. Mais vous voyez qu'il est d'origine africaine. Oui. Il est d'origine algérienne. J'allais vous dire qu'il n'est pas d'Afrique. Il n'est pas algérien, donc africain. Bon, ok. C'est le premier de toute la France là-bas qui, dans un média sur le net, il fait remarquer que on continue à compter. Parce qu'il est médecin. Hein. Il est dentiste, pour être précis, il est dentiste. On continue à compter les gens. Attends, mais vous voyez bien que la population, c'est des idiots. Bon. Donc je reviens sur les chiffres. 71% de guérison au niveau mondial. Vous croyez que la France c'est combien? 7,1% divisé par 10. C'est un cas singulier dans le monde. Le Cameroun, j'ai regardé, c'est 93%. Et le Cameroun, depuis tout le mois de décembre, a oscillé entre 95% et 93%. Et je pense que les quelques cas là, c'est ceux qu'on nous envoie. Le nombre de morts est tout le même, 448. En France, on a dépassé les 68 000 morts. C'est-à-dire que depuis le mois de novembre, depuis le mois d'octobre, où il y avait 31 000 morts, à aujourd'hui, donc 2 mois plus tard, il y a eu plus de double de morts que ce qui s'est passé de janvier à octobre. Plus de double, puisque de 68 000, moins 31 000, il y a 37 000. Bien sûr. Ça, c'est des idiots. Ils ont tellement de problèmes à régler. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre en Afrique? En fait, il faut qu'on les tabasse. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que les Français ont seulement confiance en eux. On est fort, nous. Même le Covid, on est fort. Donc, il faut que, moi, je dis que ce courage-là et cette volonté, et il faut qu'on retrouve, qu'on se rende compte. Et on attaque ces gens-là. La Russie est là, et d'autres nations pour nous donner un minimum d'armes, en attendant que nous-mêmes fabriquons nos propres armes. Et vous savez, si on était organisé, nous-mêmes fabriquons des armes. Bien sûr. Il y a des pays, le Niger fabrique des armes. L'Égypte fabrique des armes. Il y a même des Zimbabwe fabrique des armes. Il y a des pays en Afrique, vous ne savez pas qui fabriquent des armes. Même là, en Afrique de l'Ouest, il y a des sans pays. parler d'ailleurs, sans faire de commentaires. Je commentaires. crois même le Ghana fabrique des armes. Donc, c'est parce qu'on n'est pas organisé. C'est là que nous devons pousser nos autorités. Enfin, ceux qui nous gèrent. Hein. Oui. Voilà. Et leur passer aussi un signal. Par exemple, là, il y a un problème du CFA. Le CFA finit. Hein. Il faut que ce soit vraiment fini dans quelques mois. Il faut que ces gens-là qui nous gèrent eux-mêmes comprennent que s'ils ne font pas attention, on va les mettre en danger. Parce que pour l'instant, on les ménage parce qu'on se dit que comme il y a des problèmes stratégiques là. Mais qui ne s'imagine pas qu'on va supporter ça longtemps, hein. On n'est pas des idiots à ce moment-là, on n'est pas des idiots. Absolument. Comment on peut fabriquer? Nous fabriquons des armes. Si on s'organisait, on n'a pas de problème d'armes non plus. La question qui se poserait, c'est des armes d'un autre niveau. À ce moment-là, nous avons notre finance, notre argent, on va acheter en Russie, en Chine, n'importe où. Et je vais vous dire une chose. Même les Européens, idiots comme ils sont, nous vendraient leurs propres armes. Vous doutez? Oh, les trafiquants d'armes sont... c'est pas eux qui font ça, les trafiquants d'armes. Ils veulent l'argent, non? Ouais, ils veulent le diamant, non? Ils veulent l'or, non? Qui a l'or, qui a la diamant? C'est pas nous. Ils nous donneraient leurs propres armes. C'est une question d'organisation, de volonté. Bien sûr. Donc il n'y a aucune raison qu'on continue à endurer. Mais je reviens sur la France. Regardez vous-même. Le taux de guérison mondial du Covid-19. Voilà un événement qui a marqué le 2020. Bien sûr. Ce sont 11% de guérison, y compris, je compte les États-Unis, je compte le Brésil, tous les pays qui ont le grand nombre de cas élevés là. Je compte ces pays-là. En Afrique du Sud, qui est le pays africain qui a le plus nombre de cas, il y a déjà 95% de guérison là. Comment ça se fait que la France qui se veut venir nous aider, ils
ils ont 7,1% seulement de taux de guérison. Et je vous dis, l'Allemagne fait mieux. Tous les pays autour là. Tout autour. La France, et regardez, les pays, la France c'est le 6e pays en nombre de cas, même 5e même, actuellement même 5e. Vous voyez, quand vous regardez, vous commencez les États-Unis, vous avez le Brésil, l'Inde et tout ça là, vous passez par la France. Le taux de guérison chute brutalement. Et quand vous passez au 6e, ça remonte. La France est... Attends, mais il faut dire ça comment? Donc ces gars-là ne méritent même pas. Franchement, quand on les voit là, ils ne méritent même pas d'être là 2 secondes. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Merci messieurs, le Voilà. standard est ouvert. Voilà, Nous allons commencer à recevoir justement vos appels. Mesdames, messieurs, je vois que vous commencez déjà à nous appeler. Le standard est donc ouvert. Nous allons vous donner l'opportunité de vous exprimer. Vous également, vous qui êtes à la maison. Vous connaissez d'ailleurs le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. N'oubliez pas, c'est votre émission, c'est la vôtre. C'est le moment de réagir. Permettez-moi également de commencer à lire les messages, monsieur, avant de revenir avec Patrick Sapag et sans oublier Dr Yamtimba. Bonsoir et bravo, ces unis, ce panéliste, vous êtes la fierté de l'Afrique. Que le Lombi vous donne longue vie. Moi, je maintiens ma position de dimanche passé pour chasser les soldats français de l'Afrique. Il faut négocier avec ces mêmes djihadistes qui sont africains de tuer les soldats français de temps en temps, car 50 soldats français morts, ça va soulever la population française. Un soldat français tué, 1 million de francs CFA par exemple. C'est Janvier Mouhela qui nous écrit depuis Atlanta, aux États-Unis. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Au téléphone, on vous écoute. La personne n'est pas en train de nous entendre. Quelques petits problèmes. Au téléphone, allô, bonsoir. Une personne qui nous écrit depuis, nous appelle depuis le Burkina Faso. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quelques petits problèmes, hein, il faut le préciser d'ailleurs avec le téléphone cet après-midi. On espère tout simplement que les uns et les autres vont repasser et surtout nous rappeler le temps de résoudre d'ailleurs ce problème. Bonjour, chers panafricains, la France vient de commettre un génocide au Mali. On doit les traduire à la Cour pénale internationale. Ils sont des lâches que les tirailleurs africains ont délivrés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Que toute l'Afrique sache que la France est maudite et misérable qui organise le pillage de nos sous-sols. Maudit soit le jour où le noir avait combattu en Europe pour délivrer la France. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Togo cet après-midi. Au téléphone, bonsoir. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Toujours des petits problèmes hein, pour vous avoir cet après-midi. On espère tout simplement que ça va s'arranger. Hein. Vous êtes nombreux déjà à nous appeler. Allô? Toujours des problèmes. Je pense que... Allô? Oui, allô, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Emmanuel. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Mengensi. Mengensi, allons-y, on vous écoute. Pour vous encourager et vous demander de ne plus continuer à faire la propagande des présidents qui se passent pour les faux panafricanistes et qui hébergent les bases militaires françaises chez eux. Par exemple, M. Edir Debli, il se passe pour un panafricaniste et vous le vantez trop, alors qu'il ne mérite même pas être panafricaniste. Tout président qui héberge l'armée française, qui garde l'armée française chez lui, n'est pas digne d'être appelé panafricaniste. Bon courage à vous tous, surtout à sa part. Merci également à vous hein, de nous avoir appelés cet après-midi, mais je vous rappelle que ce n'est pas sur notre plateau hein, qu'on le fait. Allez à vous voir peut-être ailleurs, mais pas ici. En tout cas, toujours le standard reste ouvert. On espère que les choses sont rentrées dans l'ordre, mesdames, messieurs, pour justement nous appeler. Salut le panel, l'armée française n'a que aller au lieu de dégâts et constater leur bévue. Mes frères maliens, décidez-vous pour les faire partir. Edo qui nous écrit depuis le Togo. Moto, il nous appelle depuis la Suisse. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Steve. Effectivement, c'est Moto depuis la suite et la bonne année à tous les panélistes. Bonne année à vous également. Merci. Alors, la thématique est très intéressante. Moi, j'ai juste relevé 2 points, parmi lesquels, déjà, récemment, il y a 2 ou 3 Français qui ont été tués au Mali, à Ménaka. Et voilà, ça a levé en fait des questions en France, parmi lesquelles les Français eux-mêmes se sont posé la question de savoir, en fait, que font nos militaires en Afrique. Ils se sont posé la question que représente vraiment cette opération Barkhane
parce qu'ils sont en train de souffrir là-bas avec le Covid. Donc les Français étaient déjà de dire, et même des politiciens français ont émis ces questions, et ils se sont dit, mais que font vraiment nos militaires là-bas en Afrique? Et le deuxième point que je vais apporter, c'est quoi? C'est que l'hypothèse djihadiste, en fait, ne tient pas la route pour trois questions, en fait. De un, est-ce qu'on a trouvé les armes sur place? Je pense pas. De deux, est-ce que des djihadistes peuvent organiser une sorte de réunion sans sécuriser leur zone? Ils se sont juste présentés, ils ont frappé sans que les djihadistes ne répliquent. Et de trois, qui a en fait donné le droit à l'armée française de tuer les Africains s'ils ne sont pas attaqués? Donc, ça prouve en fait que leur hypothèse en fait de djihadisme ne tient pas la route, mais absolument pas la route. En conclusion, moi je pense que vu l'échec qu'ils ont que la politique de l'extérieur, la politique extérieure française est en train de voir en Afrique, on le voit en RCA, c'est un échec cuisant. Tout ça au Cameroun, je l'ai dit, le discours du président Paul Biya a été vraiment très violent envers les Français. Face à tous ces échecs, moi je pense que la France est en train de contre-attaquer. Elle est en train de contre-attaquer juste parce que déjà le 20 janvier, comme vous l'avez souligné, il y a des manifestations qui vont se faire au Mali pour chasser les forces françaises sur leur terrain. Et la France, en fait, elle est au bout du mur, elle ne peut que contre-attaquer. Et à mon avis, les Africains vont répliquer. Ça, moi, je n'ai pas de doute. Parce que là, on est face, en fait, si vous voulez, à une nation dont la politique extérieure n'a plus d'idée. Elle est confrontée à tout. Et elle est vraiment exposée. Même un enfant de 5 ans réalise que, franchement, ces gens-là n'ont plus rien à faire chez nous. Donc, moi, j'ai en tout cas espoir. Je suis content de vivre une période pareille. Parce que c'est vrai, quand moi j'étais jeune, tout cela pour moi paraissait un peu flou. Mais là, c'est très, très clair. Voilà, je vous remercie en tout cas de la parole. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche à vous également, hein, Moto. Je rappelle que vous nous appeliez depuis la Suisse, toujours au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Jarian Frédéric. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis l'extrême nord du Cameroun. On vous écoute. Ok, je voulais vous encourager dans le travail que vous êtes en train de faire. Mais je pense que le combat, n'est-ce pas, que vous menez doit être inscrit, n'est-ce pas, dans les programmes scolaires. Il faudrait que le panafricanisme soit inscrit comme module, n'est-ce pas, pour réveiller la conscience, n'est-ce pas, des jeunes Africains, afin que ce combat-là, n'est-ce pas, puisse porter, n'est-ce pas, des fruits. Encore une fois, je vous encourage. Merci également de nous avoir appelés cet après-midi. Et comme je vous le disais, hein, le téléphone et surtout le standard restent ouverts. C'est votre moment de nous appeler et surtout de participer. Au téléphone, ça sonne. Bonsoir. Bonsoir, M. Ngos, et bonsoir au panel. Bonsoir. J'appelle depuis, j'appelle depuis Paris. Depuis Paris, on vous écoute. Ok, déjà, je vais dire au professeur Mbele, je sais qu'il ne s'est pas emporté dans ses analyses de professeurs. Les Français ne sont pas des idiots, hein. C'est juste qu'ils sont matraqués par les médias et terrorisés par leur politique. C'est ça qui les rend un peu comme ils sont là. Mais c'est ça, ça peut être également ça l'idiotie. Hein. C'est ça qu'ils sont compliqués pour eux-mêmes. Quand tu apprends 37 € d'amende, ça fait mal au cul quand tu as ça. Moi, j'en ai plus deux déjà. On vous comprend parfaitement. Oui. Donc voilà. Mais bon, je disais, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une... Les cartes sont lancées, M. Ngos. Les cartes sont lancées. Vous savez qu'après la chute du mur de Berlin, il y a une nouvelle politique qui s'est mise en place. Et aujourd'hui, c'est ce que la France est en train de vouloir faire. La France veut rebondir parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud et c'est pour ça qu'elle est en train de vouloir gouverner par le chaos. Il faut terroriser les peuples, il faut tuer. De telle façon que quand ils arrivent, personne n'est capable de contester. Parce que regardez un tout petit peu ce qui s'appelle avec les tueries du Mali. Ils se mettent,
ils font déjà tout et n'importe quoi. C'est parce qu'ils ne savent même pas déjà où mettre la tête. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est quand vous voyez les théories de Gustave Le Bon, ça montre que vraiment la bête elle est morte. Parce que là, c'est un savent tout mettre la tête, elle se trompe, elle se contredit, et c'est un peu plus avancé, un peu plus reculé. Maintenant, ça va dépendre de notre capacité, de votre capacité aussi de pouvoir bien orienter le peuple. Parce qu'il suffit juste d'un petit coup de force et puis la bête elle tombe. Il suffit juste d'un petit coup de force parce que même les populations vont participer à que ce système-là tombe. Donc c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire maintenant, essayer de fédérer les politiques, de bien orienter les gens, comme le professeur Yam dit, évitons de se diviser, parce que c'est comme ça qu'ils font créer des ennemis pour pouvoir survivre. Après la chute de l'Union soviétique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le terrorisme. Et c'est à partir du terrorisme qu'ils vont installer leur politique. Aujourd'hui, au Mali, où est le terrorisme? Il n'y a pas le terrorisme, il faut qu'ils le créent. Il faut qu'ils le créent pour exister. Parce que si les terroristes partent, s'il n'y a plus les terroristes au Mali, mais ils sont partis, il n'y a plus rien. Et pour ça, ils sont obligés de fabriquer ces terroristes-là. Ils sont obligés, ils savaient très bien qu'en destituant Kadhafi, ça allait être ça allait arriver ce qui est arrivé au Mali aujourd'hui. Ils le savaient très bien parce que les armées de Kadhafi allaient descendre là-bas. Et ils allaient légitimer les présences là-bas ils allaient légitimer les présences avec le fait que les terroristes sont arrivés au nord du Mali. Donc c'est des gens, c'est des diables, c'est des satans, c'est des stratèges. Il va falloir que nous aussi on essaie d'être beaucoup plus malins que ça. Ils empêchent les pays d'avoir des armées. Ils empêchent les pays d'avoir des armées en sachant très bien qu'une fois que vous n'aurez pas fait, ils vont vous dominer. Donc je pense que c'est un peu ça. Il va falloir qu'on essaie d'être soudés et puis j'espère que le meilleur reste à venir. La France, elle est tombée, les États-Unis sont tombés, on a vu le Capitole qui a été pris, c'est la chute du mur de Berlin. Donc je pense que les balles sont dans notre camp. Essayons juste d'être patients et féroces dans l'analyse. Et puis voilà, tout va. Je pense que c'est mort, même si on ne sait pas si Macron va finir son dernier mandat. Donc voilà. Hein. Merci beaucoup, Codizier, de nous avoir appelé. Je rappelle que vous nous appelez depuis Paris. En France, le standard reste justement ouvert. Hein. Vous pouvez justement nous appeler. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous avoir appelés entre-temps. Voilà plusieurs appels. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Loïc du Pélopon. On vous écoute. Oui, tout ce que j'avais à dire, c'est que nous ne sommes pas africains, c'est vrai, on veut l'évolution de l'Afrique. Mais en même temps, c'est toujours nos dirigeants qui appellent ces peuples étrangers à venir payer les pays d'Afrique. Et moi, j'ai juste une seule question, c'est celle de savoir, est-ce qu'après le départ de ces forces étrangères, les peuples africains deviendraient souverains? Merci à vous. Merci également à vous. Après le départ justement des forces françaises, est-ce que les peuples africains seront souverains? Vous avez d'ailleurs la réponse à votre question. Et messieurs, toujours des messages en attendant justement que les gens appellent. Bonsoir, merci pour l'émission. Je pense que nos dirigeants sont responsables de nos problèmes. En effet, ils se basent sur ce problème de Covid pour s'enrichir. C'est ce qu'il nous dit. Biagio nous appelle depuis l'Italie. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon après-midi, Steve. Bon après-midi, on vous écoute. Salut tout le panel et surtout Monsieur Simo qui a apporté un sujet auquel je voudrais apporter une petite note. Si Monsieur Simo effectivement me le permet. Monsieur Simo n'est pas sur le plateau cet après-midi. Hein. Ah ok, alors le monsieur en chemise blanche là, qui est tout beau là. Le mathématicien qui me fascine tout le temps quand j'appelle là. Oui, c'est Dr Belek, voilà. Ok, Dr Belek, monsieur, mes grands respects, grands frères, excusez-moi pour avoir oublié votre nom. Je vous présente mes sincères excuses et j'espère que vous me pardonnerez. Monsieur Belek, je voulais simplement apporter quelque chose à ce que vous avez dit. Vous savez, quelqu'un est passé avant moi et il vous a dit quelque chose. Les Français, c'est pas qu'ils sont idiots, c'est qu'il y a en eux une telle force de république que même parfois, ils n'ont pas envie d'accepter ce qu'on appelle chez nous la saleté dans le propre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il suffit que M. Mbelek se présente dans une chaîne de télé française où il va débattre du sujet de l'Afrique avec un historien, un écrivain, un journaliste français. Vous verrez que M. Mbelek sera toujours plus porté dans la contradiction de ce que va affirmer
le citoyen français. Donc, cette métabolisme, cette idéologie de pensée supérieure, d'être grand, d'être colonisateur, eh bien, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne l'acceptent pas du coup. Pourquoi? Parce que le peuple français vit dans ce qu'on appelle, comment dire, dans les secrets d'État. Les secrets d'État, c'est-à-dire, l'État, il ne va pas aller dire au peuple, ben voilà, on va aller voler, on va aller piller. Non, ils disent, on va aller apporter la civilisation, on va aller apporter cette propagande que je crois que dans les archives d'Afrique, M. Mbele, je pense qu'il a eu connaissance de ce genre de fait. Donc, et après, je voudrais aussi dire quelque chose. Ah, comme je dis toujours, Steve, moi, c'est bien, je pense que tu as reconnu ma voix. Donc, je veux dire, nous sommes dans l'obligation de s'armer. Nous sommes dans l'obligation de s'armer et il faudrait que cela arrive très rapidement. Parce que quand Biden va commencer à faire ses accords avec l'Europe, nous allons avoir à faire. Nous avons un grand travail, nous, la jeunesse, parce que moi, ma mère est camerounaise, mon père il est français, mais ma vie est un peu bon. Je ne veux pas trop en parler, j'aime l'Afrique. L'Afrique, c'est ma maison où j'ai grandi. Tu vois, je veux apporter à ma manière ce que je peux pour l'Afrique. Je voudrais savoir, M. Mbelek et au panel, c'est quoi les richesses? Merci, bien Dieu. Oui. Et Gao, bien merci de me répondre. Bon dimanche. Bon dimanche à vous également, toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est par rapport à l'émission... Vous êtes déjà à l'antenne, voilà pourquoi on vous pose la question. Ah, ok. Je voudrais... Allô? On vous écoute, vous êtes à l'antenne déjà. D'accord, bon, merci beaucoup. Déjà, je profite de votre antenne pour féliciter l'équipe que vous avez en place. Et déjà, je tenais à dire que le regret en Afrique, il est là. Il est là. Et apparemment, tout suit en chemin. Messieurs, lorsque vous nous appelez, je l'ai toujours dit, je vais encore le répéter cet après-midi, prenez le temps de baisser le volume de votre téléviseur parce que vous ne pouvez pas nous appeler et vous écouter en même temps. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous nous appelez, vous allez prendre un moment pour parler, un autre moment pour vous écouter en espérant que vous êtes en train de passer à la télévision. On peut vous rassurer tout de suite, vous êtes en train de passer à la télévision. Ne vous inquiétez surtout pas. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Alors, bonsoir Steve. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Manda Armand. Je vous appelle de Yaoundé. Depuis Yaoundé, on vous écoute. Alors, je dis bonne année à tout le panel. Bonne année à vous également. C'est la première fois que j'appelle et je suis vraiment ému de vous appeler. Alors, je voulais intervenir au niveau du fait que les panélistes commencent à parler de projection et ça me plaît parce que il est temps de bâtir la partie cachée de l'iceberg. Parce que on a beaucoup écouté, on est cuisiné à la cuisine DBS. Et moi, mon initiative, c'est de créer des clubs panafricains au niveau des universités. Parce qu'on ne peut pas rester et continuer à regarder les gens piétiner dessus. Donc, moi, ça me plaît vraiment. Et j'ai déjà le numéro du Dr Bellet et nous, on l'attend à Yaoundé. Donc, j'aimerais saluer particulièrement le professeur Yann Simba. Bon. Et j'apprécie vraiment ce que vous faites comme boulot et je vais rappeler les différents panélistes, surtout le Dr Bellet Kanoff, pour en parler. Merci et bon dimanche. Bon dimanche à vous également. Ce n'est pas souvent facile de prendre la parole, surtout quand il s'agit d'ailleurs de la télévision. C'est jamais facile. Au téléphone, bonsoir, un appelant depuis le Gabon. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous nous appelez depuis le Gabon? Je vous appelle depuis le Brésil, effectivement. Excusez-moi, je suis peut-être hors sujet, il y a une inquiétude pour moi. Je veux vraiment solliciter que vous puissiez aussi prêter un peu attention à ce qui se passe au Niger. Parce qu'à chaque fois, nous suivons vos émissions, mais apparemment, ce pays elle est abandonnée à elle-même. Franchement, ça va nous faire plaisir que ce pays-là... Ne vous inquiétez surtout pas, on se charge toujours du Niger. On en a parlé d'ailleurs la semaine surpassée, donc vous n'allez pas dire, la semaine dernière, on n'allait pas dire que le pays est abandonné. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Excusez-moi du terme, peut-être ça allait plus fort, mais c'est juste les inquiétudes.
il y a 2-3 semaines, on a tué plus de 100 personnes au Niger, 3 villages passés, effectivement. C'est-à-dire à chaque fois que ce pays est attaqué, on est incapable d'envoyer un hélicoptère pour de 20 minutes pour atterrir l'endroit où les villageois sont attaqués. Après tuer tous les villageois, le Premier ministre prend son hélicoptère, il atterrit et sous les morts. Il s'habille en tout blanc et il regarde ces villages passés. Vraiment, en fait, tout est fort pour que nous puissions réellement savoir ce qui se passe de ces côtés-là. Excusez-moi, je vous remercie tous et tous ceux qui sont sur les plateaux. Merci et bonne continuation et bonne chance à vous. Nous suivons partout dans le monde, sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. Enfin, vous êtes dans nos vies quotidiennes. Hein. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Continuez, bonne chance à vous. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le continent africain. Merci beaucoup, au revoir, bon week-end. Bon dimanche à vous également, merci de nous avoir appelés. On n'a pas abandonné d'ailleurs le Mali, enfin le Niger. On va d'ailleurs s'en charger. On est sur le point d'ailleurs de faire des éditions là-dessus. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire, à nous parler justement du problème du Niger. On va s'en charger. Toujours au téléphone, ça sonne. Bonsoir et bienvenue à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je pense que c'est un enfant qui est en train de jouer avec le téléphone cet après-midi. Ce n'est pas souvent très facile de nous avoir. Bonjour, c'est Djarian Frédéric depuis Doukoula Carré. La question que je pose est la suivante. Jusqu'à quand le combat de la libération de l'Afrique sera porté par l'Union africaine et les chefs d'État? Au téléphone depuis le Burkina Faso. Bonsoir, bienvenue à vous. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez, monsieur? Nous allons bien. On vous écoute. Merci. Comment est-ce qu'on vous appelle? Merci. Moi, je suis Bachir Porgo du Burkina Faso. Depuis le Burkina Faso, on vous écoute. Depuis le Burkina Faso. Écoutez, c'est la première fois que je vous vois réellement en direct. Sinon, la plupart, je reprends ça sur Internet et je regarde. Après, le repos, la tête bien chaude, là. Après la tête bien froide, disons, je vous regarde et ça fait plaisir de vous regarder. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, j'ai pris votre émission en cours. Ce que vous faites, c'est un combat de longue haleine. On va se libérer tout de suite. Tout de suite, même si c'est dans 100 ans, moi j'appelle ça tout de suite. De toute façon, on va se libérer de tout ce qu'on vit. On va se libérer. Maintenant, moi j'ai une chose à demander. Ou bien, à ce qu'on parle ensemble là-dessus. Pourquoi tous les pays essaient de lutter contre le coronavirus et puis l'Afrique ne fait rien? L'Union africaine n'a jamais fait une seule réunion pour dire, nous les chefs d'État, voilà ce qu'on préconise contre le coronavirus. Voilà le budget qu'on met pour essayer de faire un vaccin. Voilà les efforts qu'on fait. Et rien du tout. Chacun a assis dans son petit coin qui ça fait pays et c'est son petit pouvoir qui l'intéresse. Pourquoi ça? Pourquoi on n'essaye pas? Pourquoi les Africains, ça a dit un jour, on a essayé de faire un vaccin? Rien. Pourquoi? Je vois que ces pays comme le Maroc qui essayent, comme l'Algérie qui essaye, mais pourquoi il n'est pas dit l'Union africaine en général a décidé de faire ça? Pourquoi? Moi, ça me choque. J'ai envie de pleurer même quand je vois qu'il n'y a pas de fait. C'est parce qu'il n'y a pas de solidarité qu'on nous fait ça. Si on prend par exemple le cas de la Centrafrique actuellement, l'Afrique n'arrive même pas à dire l'Union africaine, l'Union africaine parce que ça n'existe pas. Il n'arrive même pas à dire on se réunit, on fait ça. Il faut que les pays comme la République disent un mot, que la France dise moi je n'aime pas ça. C'est des pays dont je n'aime même pas citer les noms. Ça fait mal au cœur. Moi je voudrais que l'Union africaine arrive à dire un jour, voilà ce qu'on a décidé, nous ne va faire ça à notre place. Non, les autres ne veulent pas. Nous, on est là, on va s'assurer de tout ça. Pourquoi il n'y en a pas? C'est ce que je voulais dire. Ça me touche profondément. Ça me touche. Depuis Burkina Faso, bon après-midi à vous. Et je salue aussi votre table. Vous faites une très belle table. Merci. Merci également vous depuis le Burkina Faso. Ce n'est pas toujours facile de nous avoir au téléphone, mais on espère que vous pourrez également là, nous avoir. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir. On vous écoute, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Monsieur Bilunga, Aristide. Monsieur Bilunga, on vous écoute. D'accord. Là, j'appelle depuis Yaoundé. Déjà, je tiens à remercier tous les panélistes et vous, Monsieur Ngoz, pour cette belle émission, ce brillant débat. Donc, j'ai deux choses à dire comme contribution.
par rapport à la thématique qui est débattue cet après-midi. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes dans les affaires internationales et que vous passez souvent la majeure partie du temps sur d'autres chaînes de télévision. Si vous prenez le temps de nous appeler, c'est super d'ailleurs. On vous comprend parfaitement, on vous écoute. Merci, je suis doctorant en relations internationales et président d'une initiative sur la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en Afrique, IPREVA. On vous écoute. Donc, ce que je veux dire rapidement, c'est justement souligner deux choses. Déjà, aujourd'hui, la lutte contre l'extrémisme violent, notamment l'approche militaire, connaît ces problèmes. Donc, il y a une sorte d'échec de l'approche militaire, le tout militaire, parce que le modèle qu'on a pensé après la Deuxième Guerre mondiale pour faire face au conflit, ce modèle-là tend à être dépassé. Aujourd'hui, comme certains panélistes ont souligné, il y a justement un nouveau conflit, donc on va parler de conflit asymétrique. Et dans ce contexte, faire face aux djihadistes, qu'on va appeler djihadistes, les approches doivent être changées. Donc il faut une évolution à ce niveau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'opération Barkhane, qui est totalement une opération militaire, n'a pas vraiment sa place dans la lutte, le combat contre les mouvements djihadistes. Et cela aujourd'hui, ce qui s'est passé montre encore cet échec-là. Donc, il est question, s'il faut ajouter donc, et là, c'est la deuxième chose, parce que l'opération entre dans une coopération bilatérale avec les États du Sahel, voilà, la G5 et autres. Donc, s'il faut donc insister sur la présence française, le plus important, c'est renégocier justement, comme ça a été souligné, pour voir quelle est la meilleure approche qui rentre dans la lutte djihadiste et non toujours agir par le volet militaire qui aujourd'hui a toujours des conséquences sur les civils. Et là, on ne peut que voir des réactions des civils qui fusent partout parce qu'il y a un problème d'identification. Qui est djihadiste? Il n'y a pas les fusils djihadistes là où ils sont. C'est quand ils posent des actes qu'on va dire voici donc un djihadiste parce qu'il a posé un acte. Mais tant qu'il n'est pas encore, il n'a pas posé cet acte-là visible, palpable dans un lieu, dans un espace bien précis, on va parler de personnes radicalisées. Maintenant, est-ce qu'il y a eu son identification de ces gens-là au préalable? Maintenant, comment les distinguer des autres, étant donné que c'est aujourd'hui, on est père, on est marié, on est dans une cérémonie et après, on peut porter la figure de djihadiste. Donc, l'approche doit être repensée pour faire face à la menace qui est d'ailleurs réelle dans la zone saharienne. Mais s'il faut ajouter donc continuer dans les coopérations avec les États extérieurs comme la France et bien d'autres, il faut revoir l'approche et beaucoup plus agir sur les approches sociologiques, anthropologiques pour essayer de mieux comprendre les communautés dans leur mode de fonctionnement et apporter des solutions concrètes et non beaucoup plus l'insistance militaire. Merci beaucoup à M. Bilunga Aristide. On espère seulement vous avoir sur notre plateau dans les jours à venir. On a d'ailleurs pris rendez-vous. Bon dimanche à vous et à très bientôt. Messieurs, revenons sur ce plateau d'ailleurs pour terminer, essayer de clôturer cette autre édition de Feu Vert. Docteur Yam Timba, il y a plusieurs de nos téléspectateurs qui nous font comprendre que qu'est-ce qu'attendent d'ailleurs les djihadistes qui sont des Africains pour se retourner contre ceux qui leur ont donné les armes il y a encore quelques années. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils n'attendent rien. Ils sont africains, c'est-à-dire qu'ils sont honnêtes. S'ils ont accepté les ressources de certaines personnes, ils vont être loyaux jusqu'à la fin. Ça, c'est les Africains. Oui. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Je voudrais quand même faire une remarque extrêmement importante avant de continuer mon propos par rapport à ce que vient de dire M. Bilunga. Non, cette approche n'est pas bonne. Il ne faut pas du tout imaginer que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de ce qui se passe au Sahel ou en Afrique. C'est pas comme ça. La vérité est que dans un environnement hypothétique dans lequel il ne serait pas question d'État dont l'indépendance a été confisquée, dans un environnement hypothétique où il ne serait pas question d'un pays prédateur qui vole au vu au sud du monde, de tout le monde, les ressources de ce pays-là, dans un environnement où ce vol de ressources dans le cadre d'une opération comme Barkhane, qui est une
je le répète, c'est une armée d'occupation. Oui, il n'y aurait pas une armée d'occupation qui est en même temps une armée de pillage et qui est confortée dans cette position par une situation néocoloniale assez unique dans le monde aujourd'hui, à savoir l'exploitation de l'Afrique à travers les mécanismes du franc CFA, eh bien, on pourrait imaginer de tels scénarios. Et le scénario qu'il évoque peut très bien être utilisé en France, pour la Corse, en Espagne, pour le Pays Basque ou la Catalogne, et dans d'autres régions qui sont similaires à cela. Le Royaume-Uni avec l'Écosse, par exemple. Ça ne s'applique pas ici. Il s'agit d'appliquer ce type de scénario dans un pays qui est indépendant et où il y aurait une partie du pays qui est dissident. Donc, à ce moment, vous appliquez ce type d'approche. Vous ne pouvez pas appliquer ces approches même à l'intérieur du Cameroun, par exemple, avec ce qui se passe dans l'extrême nord ou dans la zone anglophone, parce que vous êtes un pays à l'indépendance confisquée. Les leviers de souveraineté qui pourraient vous permettre d'appliquer une telle approche, vous ne les avez pas. Et donc, en réalité, nous devons revenir sur les fondamentaux. Et ce qui est fondamental en Afrique, et il faut que ce soit clairement entendu par tous les Africains, la première chose, c'est-à-dire quand un Africain de la zone francophone, quand il ouvre sa bouche, la première chose qu'il a à dire, c'est l'indépendance, point. Et cette indépendance signifie la France n'est plus là. C'est la première chose que cet Africain a à dire. Dès que vous ne dites pas ça, et que vous dites autre chose, qui ne corrobore pas ça, ou qui ne soutient pas ça, qui ne va pas dans ce sens, vous êtes dans le tort. Parce que vous ne pouvez pas vous adresser les problèmes d'un pays, mais quand il n'est pas indépendant, ça veut dire que ce n'est même pas un pays. Ce que je pourrais dire, pour aller donc dans le sens de votre question, non, en fait, répondre à une telle question, au-delà de la boutade du début, répondre à une telle question est un piège. C'est un piège pour nous les Africains que de nous imaginer que nous allons commencer à dire qu'il y a certains qui sont djihadistes, d'autres pas. La vérité est qu'il n'y a pas... Les gens ont décidé d'appliquer, et c'est ça le fond de mon propos, d'appliquer ce qu'on appelle la théorie du chaos. Et cette théorie du chaos permet aux puissances dominatrices, aux puissances qui pillent, comme la France, en réalité, de continuer à piller une partie du monde sans faire face à un certain nombre de critiques qui seraient désagréables, sans avoir besoin de justifier ce qu'elle fait. Et le blackout médiatique autour de certaines questions ou de ce type d'opération permet en réalité d'agir en toute impunité. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si c'est 3A, Anatole Aïssi, c'est Aïssi qui en a parlé, ou c'est un de nos téléspectateurs, qui parlait de traduire la France à la CPI. Oui. Mais justement, ce qui se passe au Mali fait partie des 11 crimes passibles des poursuites de la CPI. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin qu'un pays africain saisisse la CPI pour ça. C'est le procureur de la CPI qui a tellement de ressources et beaucoup de dynamisme quand il s'agit de Laurent Gbagbo qui devrait s'en saisir. Ou quand un bagou d'honneur totalement inutile lui passe par la tête et voudrait s'opposer aux États-Unis, elle qui est africaine, elle devrait d'abord commencer par protéger l'Afrique. Puisque la fonction première de la justice, c'est protéger, contrairement à ce qu'on croit. La fonction première de la justice, c'est de protéger, ce n'est pas de sanctionner. Et donc, on devrait, et je pense que toutes nos ONG, qui sont très fortes à se lever et à tirer sur nos chefs d'État, que personne sur ce plateau, d'ailleurs, à qui personne sur ce plateau ne signe un chèque en blanc, qui sont quand même très fortes à tirer sur nos chefs d'État et sur nos autorités, mais ces ONG-là devraient commencer par se saisir de tout ce qui se passe, de tous ces assassinats de la France, via les Barkhane, les Sangaris. Sangaris, c'est un papillon très rare.
Donc c'était pour dire que la Centrafrique est d'ailleurs un pays très précieux et que de ce fait-là, il fallait les richesses absolument... sont très rares également. Bon, vous avez tout expliqué, je ne voulais pas aller jusque-là. Donc tous ces noms d'opérations ne sont pas du tout gratuits. Et donc ces gens-là devraient se saisir de ces problèmes et les poursuivre. Parce que vous pouvez saisir la CPI lorsque vous représentez le peuple. Et une association peut saisir la CPI pour dénoncer ce type de crime. Alors, les associations maliennes, du Burkinabé ou nigériennes, tout à l'heure il y a quelqu'un qui nous interpellait sur le Niger, du Nigeria, devraient saisir la CPI. Devraient saisir la CPI parce que si, dans le cadre de l'organisation mondiale actuelle, si c'est une association camerounaise par exemple, on dirait qu'elle n'est pas fondée de saisir la CPI pour un problème qui se passe au Mali. Une association malienne peut le faire. Une association nigérienne peut le faire pour ce qui s'est passé au Niger. Et une association ivoirienne peut le faire, par exemple, pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, je crois que nous ne devons pas rentrer dans ces débats qui nous mettent dans un piège et qui continuent justement à nous isoler, à nous diviser. Nous n'avons pas à demander à ceux qu'on a étiquetés comme djihadistes, alors que c'est simplement des personnes dont on a profité de la faiblesse et des difficultés à un moment donné, pour les retourner contre leur propre pays. Les techniques de manipulation psychologique qui sont utilisées à ces fins-là sont connues. Nous les connaissons, ça s'apprend jusque dans nos universités. Et ces gens qui ont été retournés, nous devons pouvoir, nous, les ramener par une psychothérapie à redevenir de bons citoyens. Et ne jamais perdre de vue que notre vrai ennemi, ce n'est pas eux. Les Africains ne sont pas les ennemis des Africains. Il n'y a pas au Mali des Maliens qui sont contre le Mali, parce que même ceux qui disent, quand ils ont reçu quelques valises d'argent et qui sont parfois un peu drogués, qui viennent dire, ouais, mais telle portion de terrain, nous déclarons l'indépendance de cette portion de terrain, mais c'est une partie du Mali dont ils déclarent l'indépendance. Ce n'est pas une partie du ciel, ce n'est pas une partie de Mars ou de la Lune, c'est une partie du territoire malien. Donc ces gens-là, dans une contradiction incroyable dans leur façon de dire et de faire, disent quand même que leur pays, c'est celui-là. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont un pays ailleurs. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, nous, ce que nous avons à faire, c'est de leur dire bien sûr que la partie que vous revendiquez est votre pays. Mais bien sûr que vous avez le droit de vous réclamer de quelque part. Mais seulement, cette partie fait partie d'un ensemble. Et en tant que tel, si vous défendiez l'ensemble, vous seriez certainement plus fort. Mais en défendant une toute petite partie, vous n'aurez jamais la force de vous opposer à ceux-là qui sont en train de vous faire miroiter des lendemains meilleurs. Mais demandez-vous pourquoi chez eux là-bas, dans leur propre pays, on n'instrumentalise pas une partie. Pourquoi est-ce que les gens qu'on appelle, pourquoi est-ce qu'ils viennent créer des djihadistes? Vous vous êtes demandé, vous, Africains, parce qu'en réalité, je préfère m'adresser à mes frères. Est-ce que vous vous êtes demandé si aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, ou si aujourd'hui en France, tous ces gens-là qui ont des revendications, je parle sous le contrôle de Dr Bellec, qui ont des revendications régionalistes très fortes. Imaginez un seul instant que le Mali, stable, indépendant, prospère, décide d'aller dire, par exemple, nous allons armer les Bretons pour qu'ils revendiquent l'indépendance de la Bretagne. Nous allons armer des Bourguignons pour qu'ils revendiquent l'indépendance de la Bourgogne. D'ailleurs, puisque Paris, de toute façon, pille la Bretagne et la Bourgogne, puisque c'est ça comme ça qu'on va présenter ça. Alors, on dit on va le faire. À ce moment-là, vous êtes sûr que ce n'est pas dans les 5 minutes qui vont suivre que vous aurez une protestation à l'ONU. Donc, il faut que nous soyons lucides. Ce n'est pas un combat d'un village contre le reste. C'est un combat de tous les villages africains contre un prédateur qu'on appelle la France, qui est venu nous diviser, qui essaie de nous isoler les uns les autres et qui essaye de jouer en disant non, vous êtes les bons, vous êtes les mauvais, mais en réalité dans nos cultures il n'y a pas ça. Il faut qu'on sache clairement que ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de continuer à interpeller les Africains sur ce type de choses que je viens de vous dire là. Est-ce que vous les Africains, vous avez besoin de vous unir plus que 12 minutes pour sortir de cette émission, les nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre. Ou plutôt de vous laisser instrumentaliser avec cette violence
qui n'existe pas quand vous n'êtes pas instrumentalisé. Patrick Sapak, en quelques secondes, en 3 minutes. Il y a d'ailleurs un téléspectateur qui nous a posé la question: a-t-on trouvé des armes sur le lieu du bombardement appartenant justement à ces djihadistes? Et c'est... Il a fait une démonstration logique. Ça, c'est ce qui est logique, Steve. Est-ce qu'il y a eu des armes retrouvées sur place? Non. Est-ce qu'il y a eu une identification formelle? Que ce sont des djihadistes prétendus? Non. Alors, lors de la cérémonie, une cérémonie nuptiale, est-ce que les djihadistes, comme il l'indique, peuvent venir s'incruster là sans mettre en place des soupapes de sécurité, des systèmes de contrôle? Albert Anatoly, j'en ai parlé d'ailleurs. Voilà, donc c'est la logique sur le plan interrogatif. Bien, je voudrais dire qu'il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Vous êtes d'accord donc avec le docteur Yann en Afrique. Oui. Les seuls djihadistes, c'est africains, je veux dire. Les seuls terroristes et les seuls djihadistes qu'on retrouve sur le territoire africain, ce sont ces sorciers, ces bandits internationaux. Vous comprenez très bien? Que dirions-nous de nos chefs d'État qui sont à la tête de nos États sur l'espace francophone? On dirait donc que ce sont des djihadistes, parce qu'eux aussi, ils ont été positionnés par ces sorciers internationaux à la tête de nos États. Non, ce sont nos compatriotes, ce sont nos chefs d'État, en même temps que ceux qui sont instrumentalisés. Et nos frères également. Ce sont nos frères. Alors, il ne faut pas louper les directions à donner à nos colères. Nous avons un seul ennemi, c'est ces bandits internationaux. Première chose. Et lorsqu'on parle de la faiblesse de la France, ce n'est pas un amusement. La France est extrêmement faible. Et Steve Nicolas dit, je suis d'accord avec lui. L'arme la plus redoutable, presseur, c'est la mentalité l'opprimée. Continuez de penser qu'ils sont trop forts, vous allez continuer de rester trop faibles. Et on démontre ça, Steve Goss. Commençons par la Deuxième Guerre mondiale. La France était sur le point de capituler. Elle l'avait déjà fait sur l'appel du 18 juin 40. De Gaulle, avec la queue entre les jambes comme un chien battu, s'était de retrouver en Angleterre. Derrière, Pétain a lancé l'appel. À qui, Steve Goss? Aux Africains. Ce sont les Africains, Camerounais, Algériens, Sénégalais, Tchadiens qui sont allés aider la France à échapper au nazisme allemand. Et derrière, Roosevelt, qui était le président américain à l'époque, et qui était un anticolonialiste, a appelé De Gaulle dans le sens de la réforme pour lui dire il faut après faire la guerre, oui. Pour ces gars-là. De Gaulle, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, nous allons organiser une conférence coloniale quelque part, et c'était Brazzaville, mais en indiquant bien que cela ne conduirait pas à l'indépendance de ces colonies. Alors, il fallait donc recalibrer cette affaire. Qu'est-ce qu'on a fait derrière? Puisque la France est vierge, comme une fille qui vient de sortir du ventre de sa mère, en termes de ressources, parce qu'elle est très faible, elle ne peut s'appuyer sur rien du tout de manière endogène pour pouvoir résister devant la compétition internationale. Il faut utiliser les ressources africaines justement pour se bomber le torse dans les pôles d'échange secondaires en disant nous sommes ceci, mais en utilisant des leviers. Le crime organisé, la mendicité internationale et la programmation justement de l'alimentation de ces populations à partir des dépouilles mortelles africaines. Sur la base de la lâcheté de la ruse. Alors, donc, et ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les nationalistes ont été liquidés. On a déjà expliqué à profusion à la conscience africaine tout ce qu'ils voulaient justement balader la lumière et l'horizon dans les obscurités sacrées du système, comment ils ont été éliminés et comment on a positionné les autres, ceux qui sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises. C'était toujours la démonstration de la faiblesse française. Alors, ils sont arrivés à faire ça, mais maintenant la responsabilité de ces gens, elle est clairement définie parce qu'on est là en train de spéculer sur ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Mali cet après-midi. Mais la France a démontré qu'elle a toujours été derrière cette affaire. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé pendant les indépendances sous contrôle, où on a liquidé les nationalistes pour positionner les autres. Revenons par exemple en 1990, lorsque cette affaire du mur de Berlin tombe, qui était le dernier symbole de la guerre froide. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé du positionnement systématique des présidents à la tête de nos États vers des rébellions. La première rébellion est partie à quel moment? On a fabriqué une histoire à Brazzaville, à Dakar, à Brazzaville, avec le repositionnement de Sassou Nguesso sur Pascal Lissouba. C'était sur la base de quoi, Steve Joselengos? Loïc Le Fauche-Prigent, qui était le PDG de Elf au Gabon et au Congo, Brazzaville, a dit à Pascal Lissouba, voici de l'argent, voilà 35-4-4 pour ta campagne, mais sache que tu vas gouverner avec le clan Sassou. Parce que Sassou, de 1979 jusqu'en 92, a donné tout le pétrole à la France. Sur la base de tout ce que je suis en train d'indiquer. Alors,
derrière le deal n'a pas pu être respecté par Pascal Lissouba de manière diligente. Qu'est-ce qui s'est passé quand... On fait revenir justement des Sassou Nguesso. Voilà. Et sur quelle base? Ne vous inquiétez pas. On est allé promettre à Dos Santos de tuer Sabibi, qui était de l'embêter là-bas, et ils l'ont fait. Et ils ont pris des hommes là-bas, lourdement armés, pour venir à Brazzaville, dans ce que vous avez appelé les Cobras. Ça nous a fait du mois de juin jusqu'en décembre 8000 morts au Congo Brazzaville. Monsieur, plus que 5 minutes pour sortir cette édition. Je suis en train d'aller rapidement parce que je suis éloquent. Donc, c'est vrai, sortez, ça, sortez. Donc, quand vous sortez de là, si vous je suis en train de courir, vous allez en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas refaire l'histoire encore là-bas. On a vu comment la force licorne a lourdement armé ces gens-là, et parce qu'il fallait absolument se séparer des Gbagbo, et 13 000 morts sont tombés. C'était la France. On va en Libye sans qu'aucune résolution n'ait été prise, justement au niveau du Conseil de sécurité. Ban Ki-moon, qui présidait les histoires de l'Union à l'époque, a appelé le président Jean Ping pour lui annoncer 24 heures avant qu'on allait attaquer la Libye. Ça nous a fait près de 7 000 morts là-bas. C'était la France, avec Sarkozy et puis ses amis occidentaux de l'OTAN. Alors, donc derrière, quand vous prenez ce qui se passe au Mali, il n'y a pas à balbutier outre mesure, il n'y a même pas à avoir du quiproquo, la responsabilité française est lourde là derrière. Donc, il faut absolument que ces gars-là libèrent tranquillement l'espace parce que ça va être ça le chantier. Et maintenant, pour répondre à la question de Frère qui a demandé si on enlève les bases militaires, est-ce que nous serons... Il y aura la souveraineté. Mais ce sont des strates qui se mettent en place, Steve. Il y a un chantier qui est lourd cette année, c'est celui de l'évacuation de ce franc CFA. Ce franc CFA, parce que c'est lui qui permet de mettre en place les éléments de la souveraineté, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure. Donc vous voyez que nous sommes là dans la sécurité, mais vous devez avoir la liberté de votre politique monétaire. Vous, par exemple, vous êtes du Cameroun. Il y a eu un balbutiement avec 8 directeurs généraux sur une compagnie américaine qu'on appelle la Caber, hein, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? S'il y a une seule raison. L'internationalisation, justement, la stratégie monétaire. C'est ça qui fait souffrir votre compagnie aérienne. Donc, vous ne pouvez pas gérer le franc CFA parce que les compagnies aériennes ne peuvent pas travailler avec le franc CFA. Notre compagnie aérienne, merci donc, beaucoup. Donc, il faut changer de politique monétaire, il faut prendre la souveraineté monétaire pour gérer cette affaire-là. Donc, sur le plan macroéconomique, les gens devaient s'y accommoder. Vous comprenez? Merci donc, beaucoup. Dès qu'on a la souveraineté et la liberté monétaire, eh bien, pour les bases militaires, ça va se consolider et il n'y aura pas à balbutier un seul instant. Merci beaucoup. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas à réfléchir sur autre chose. C'est ça le standard. Docteur Jean-Paul Bellec, en 1 minute, il y a d'ailleurs un téléspectateur qui nous a écrit, il nous faisait comprendre que font d'ailleurs les militaires français sur le territoire malien. On a déjà répondu à cette question, mais il déclare également que, d'ailleurs il nous appelait depuis la France, que les politiques français aujourd'hui s'interrogent sur la présence française au Mali. D'après eux, il faudrait que aujourd'hui les militaires français quittent d'ailleurs le Mali. Les politiques français sont des hypocrites. Cheikh Anta Diop, je me souviens très bien, professeur Cheikh Anta Diop, il disait que lorsqu'il s'agit de l'Afrique, la gauche et la droite se retrouvent bien sûr contre l'Afrique, et que souvent la gauche est plus minable que la droite. Donc les politiques français sont des hypocrites. Dans le cas du franc CFA, dont vient de parler Patrice Sapac, le député communiste qui parle au Sénat, là, qu'on refasse en beaucoup, c'est le coq, je ne sais pas qui là. Il est toujours des hypocrites. Il est là pour parler d'une réforme. On lui a demandé, on a dit que nous on voulait une réforme, on a dit qu'on va en finir. Et on s'en fout de ce qu'il pense. Parce que c'est nous les Africains, c'est nous qui subissons, qui dégagent. Donc on n'en a rien à faire, c'est des hypocrites. Bon, moi je veux dire une chose. Depuis que la France, je conclue rapidement, juste, depuis que la France est arrivée au Mali avec l'opération Serval, la chose n'a fait que s'aggraver. Pourquoi? Parce qu'au départ, un conflit qui n'intéresse que 2 régions, Kidal et Gao, maintenant intéresse aussi la région de Bandiagara et implique des confrontations entre groupes du Mali, par exemple entre Peul et Dogon. Alors qu'au départ, on pouvait seulement dire que c'est certains Touaregs limités au nord contre le reste du Mali, à la limite. Et on savait d'où ils venaient, ils venaient de la Libye et ils se sont alliés aux djihadistes qui venaient eux-mêmes d'Algérie et consorts. Vous voyez? Or, depuis que la France est là, soit disant puissance mondiale, soit disant sont là appelés par les Maliens, depuis qu'ils sont là, ça a aggravé. Ça touche le centre du Mali, ça touche même Douanza. Ça dit que ça s'est étendu. Et même parfois, Bamako est menacé. Vous voyez? Donc ils n'ont rien arrangé du tout. Au contraire, dans le cas du Niger, le téléspectateur qui parle du Niger, quand on parle passé du Niger, avant que la France arrive au Mali, là, les Nigériens réglaient leurs problèmes.
il n'y avait pas autant de morts au Niger. On n'a pas, il n'y avait pas Boko Haram, il n'y avait pas tout ça. Or, depuis, Boko Haram qui allait prendre des instructions, soi-disant au nord du Mali, quand il y avait Moudjao, Hakimi et MNLA, Boko Haram est devenu maintenant une puissance qui nuit au Niger, qui nuit au Cameroun. Donc leur présence, là, partout où il y a la France, il y a massacre du peuple africain. En gros, depuis 2013, au moins c'est clair. Bien sûr. Donc la conclusion, c'est qu'il faut que ces gens dégagent. Et s'ils ne dégagent pas, on parlera en tout cas de la marche du 20 janvier prochain. Répondra à la question. Albert Anatola, ici, rapidement, vous avez le mot de fin. Mais écoutez, je pense qu'il faut déjà préciser la conscience, n'est-ce pas, de l'opinion française. Oui. Je parle du peuple français que, contrairement à ce que leur disent leurs médias et leurs hommes politiques, certains hommes politiques, l'affaire n'est pas en Afrique pour une opération d'aide humanitaire ou d'assistance humanitaire. La France est en Afrique pour créer des problèmes. Parce qu'en Afrique, sur le continent africain, la France est plus un problème qu'une solution. Ça, il faut le préciser. Je n'exagère pas quand je le dis, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous avons pris des exemples à profusion dans le cadre de cet échange. Eh bien, nous avons pris les cas Côte d'Ivoire, Centrafrique, Niger, Côte d'Ivoire, l'Afrique, partout où la France y a été, c'est des problèmes. La seconde chose, et je veux peut-être chuter par là pour indiquer que je pense que certaines ONG maliennes ont pris justement leur responsabilité en exigeant aux autorités de transition une enquête profonde par rapport aux événements, n'est-ce pas, de Mouti, autant pour moi, parce que ça ne doit pas se passer en perte et profit, parce que comme je l'ai indiqué tantôt, c'est très suspect que le haut commandement de la force Barkhane ait de manière prématurée pris la parole pour justifier et indiquer qu'il n'y a pas eu, ce n'était pas des civils qui ont été visités, c'était des djihadistes. Tout à l'heure, je vous ai demandé, à partir d'un drone ou bien d'un satellite, est-ce que vous pouvez pouvoir identifier un civil d'un djihadiste? C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Troisième chose, ils sont par là pour indiquer que, franchement et honnêtement, la France est dans un bourbier au Mali et elle n'a pas de solution. Et il va donc, pour continuer à se maintenir là-bas, elle va créer justement de désordre, comme c'est le cas actuellement, pour justifier justement sa présence. Il est donc important que les nouvelles autorités de transition prennent leurs responsabilités, parce que je cite là-dessus, il ne faut pas que la France... En espérant qu'ils n'ont pas signé des accords également. Hein. Dans tous les cas, le peuple est souverain. Le peuple étant souverain, il a donc le droit de dénoncer ces accords. Pourquoi? Parce que Macron n'a pas pris le mandat légal des Français pour venir au Mali, pour aller en Centrafrique, encore sur les espaces d'expédition qu'ils choisissent sur le continent africain. Parce que s'il persiste, cela pourrait avoir des conséquences sur les intérêts français, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Merci beaucoup Albert Natola ici d'avoir été là cet après-midi. Des associations locales, qui ont en premier porté ces accusations contre Barkhane, maintiennent que les tués sont des civils et qu'il y a des enfants parmi eux. Mais le flou semble persister autour des frappes françaises, que l'armée dit avoir menées en vue de neutraliser des djihadistes au Mali. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.